Bonjour à vous, chers auditeurs. Bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. On a un très gros épisode aujourd'hui à vous présenter, je le sens. On a la chance de recevoir une personne qui, dans sa jeunesse, était considérée comme bien normale, mais que petit à petit est entrée dans la légende, d'abord par la perte de ses cheveux au début de l'âge adulte, et ensuite, il s'est mis à développer une moustache de champion. Vous l'avez sûrement vu dans des raves, dans des festivals. Appelez ça comme vous voulez. Il est l'alpha parmi les alphas. Veuillez accueillir la légende Félix Berthiaume. Bonjour, bonjour. Merci, merci de m'accepter ici. Là, tu m'as fait une méchante introduction. Là, faut que, faut que je live up to the Ouais, name. t'étais Pas le pas prête choix. à ça, hein? Pas partout. Moi, je m'attendais à un petit 2 secondes. Ah, bonjour, on reçoit un nouvel invité, puis j'étais prêt à embarquer. Là. Écoute, merci beaucoup de me recevoir sur votre podcast, les boys. Je suis vraiment content d'avoir été invité. Là, puis on a plein de bons sujets aujourd'hui qu'on va pouvoir discuter. Là, fait que je suis prête pour répondre à vos questions, puis je suis prête à faire découvrir un peu au public, dans le fond, c'est quoi mon quotidien, soit en physiothérapie ou au niveau du CrossFit. Là. Parfait, Fait on a hâte de continuer. Mais fait avant de continuer avec Félix, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur YouTube, de vous abonner sur Spotify parce que vous voulez pas manquer des épisodes comme celui-ci qu'on va avoir là, à l'instant. On a d'autres prochains épisodes qui sont prévus là, qui vont vous épater, donc abonnez-vous si vous voulez rien manquer. Fait que, Félix, dans le fond, là, toi, Félix, on peut aussi t'appeler Bert. T'es physiothérapeute, t'es athlète coach de CrossFit, t'es un futur pompier, puis en plus, t'es mon ami depuis le secondaire. Hey, hey, hein? Toute ça une liste c'est d'achievements. c'est une liste incroyable là, d'affaires là, ça là. Mm-hmm. Ben écoute, si je Fait peux faire une petite présentation rapide de mon background. Là. Parmi les choses que tu as nommées, j'étais effectivement un sportif. Là. J'ai joué pendant quelques années au baseball. Tu sais, tout le temps à niveau rien d'exceptionnel, mais juste assez pour que j'aille un bon volume d'entraînement puis que je puisse bouger là, quotidiennement. J'ai aussi fait du trampoline pendant quelques années. J'ai appris les bases, là, un peu du niveau compétitif, mais je suis assez rapidement quitté pour aller faire plus au niveau cirque. Là, faire des sauts en hauteur sur la trampoline, faire des trucs par rapport à ça. C'est un peu mon. C'est un peu une évolution que j'ai été changée là, au niveau de la trampoline. L'aspect compétitif m'intéressait un petit peu moins. Puis, à travers tout ça, j'ai aussi découvert l'entraînement. Pour commencer, l'entraînement plus conventionnel là, en salle de gym. Finalement, faire un changement un peu plus vers l'entraînement plus intensif, comme le HIIT ou comme le CrossFit. C'est des choses que j'avais découvert à travers majoritairement des documentaires de CrossFit. Là. Dans le fond, à chaque année, il y a les CrossFit Games qui appellent. C'est un gros événement où les meilleurs athlètes du monde se retrouvent à se retrouver aux États-Unis. Puis, à chaque année, à peu près un an après l'événement, ils sortent un film résumé, comme un genre de documentaire, mais vraiment fait pour faire découvrir le CrossFit, dans le fond. C'est vraiment ça qui m'a impliqué là, dans ce sport-là, dans ce mode d'entraînement-là à la base. Là. À travers tout ça, ben, j'ai fait ma physiothérapie. L'aspect sportif puis l'aspect physiothérapie ont quand même un certain lien. Là. Je me suis blessé à plusieurs reprises, majoritairement en trampoline, mais un petit peu au baseball aussi, là, au niveau de l'épaule puis au niveau du coude. Puis d'être en contact avec des physios pendant ma réadaptation, mais c'est sûr, ça m'a permis de découvrir un peu ce domaine-là, c'est ça, là, cette branche-là de la santé. Je savais à la base que je voulais aller dans le système de la santé, tout simplement parce que les mathématiques, même si j'avais une certaine capacité dans ce domaine-là, j'haïssais ça pour mourir. La physique aussi. T'sais, mon père est ingénieur, il n'y a aucun changement d'aller ingénieur. C'était vraiment beaucoup plus axé vers le système de la santé. Puis d'avoir été en contact plus jeune avec des physiothérapeutes, ben c'est sûr que ça m'a invité un peu là, de ce côté-là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est sûr à 100% que je vous parle un peu de c'est quoi mon rôle en tant que physio, comment ça a été adapté au CrossFit, parce que c'est vraiment, étant donné que mon bureau il est dans un gym de CrossFit, la clientèle que je vois, c'est vraiment des athlètes de CrossFit pour la plupart, pas exclusivement, là, mais en grande majorité. Je vais vous parler un peu, là, on va pouvoir discuter ensemble, parce que j'ai quand même des questions aussi pour vous, un peu côté nutrition. Là. J'avais déjà abordé quelques mini-sujets avec Mathieu sur le côté, mais j'ai des petites questions qui pourraient s'appliquer à moi ou même aux athlètes que je traite, là, que j'aimerais couvrir, c'est sûr. Là. Au niveau du CrossFit en particulier, ça va faire, on en 2024, ça va faire un 4-5 ans que j'en fais.
après un 2 ans de gym conventionnel, c'est sûr que dans mes premières années, j'y allais pas nécessairement moins compétitif, mais pas autant dans l'aspect de performer. Là. J'allais là pour m'entraîner, prendre un peu de masse musculaire, juste devenir un meilleur athlète overall. Puis c'est sûr qu'à force de m'entraîner dans le CrossFit, là, à peu près à la 2e année, j'ai vraiment eu la piqûre, puis j'ai vraiment été poussé à aller chercher plus. Là. L'ancien propriétaire du gym auquel je travaille présentement, qui s'entraîne encore là, c'est vraiment lui qui m'a poussé à aller chercher plus, qui m'a drivé à m'améliorer, à prendre plus de temps à l'extérieur des cours pour aller apprendre la technique, pour apprendre correctement les choses, puis essayer d'augmenter le threshold de ce que j'étais capable de faire. Là. Graduellement, à force de faire du CrossFit, j'ai gagné en capacité. Puis maintenant, à quelques reprises dans l'année, je vais faire des compétitions plus locales. Là. Souvent, c'est dans un gym. Donc, c'est affilié au gym, puis on s'inscrit dans une catégorie pour compétitionner contre d'autres personnes qui sont dans la même catégorie. Là. Donc, souvent, c'est Scale, qui est le niveau débutant, intermédiaire, qui est intermédiaire, et RX, qui est le niveau standard. Puis, la plupart du temps, là, je compétitionne en RX dans ces compétitions-là. Là, c'est le niveau que j'ai atteint. Ça fait quand même un bon background là, de ce que j'ai appris pour ce qui a mené à où je suis aujourd'hui. C'est ça. C'est quand même des choses qui m'ont bien influencé. Je pense que j'ai pris des bonnes habitudes par rapport à la façon que je vis à cause de ces contacts-là. Puis on va s'en parler un peu. C'est sûr que il y a des petits défauts avec le CrossFit quand même là, que j'aimerais qu'on aborde, là, des choses qui pourraient être améliorées ou pour lesquelles on a des solutions, mais on n'applique pas nécessairement les solutions. Là. C'est ça couvre pas mal mes expériences passées. Et William, t'avais-tu de quoi? Moi, j'ai plein d'affaires qu'on pourrait rebondir sur ce que t'as dit, là. Vas-y. Ouais, vas-y. OK. Tu nous as parlé de la trampoline. Puis, ouais. Je me souviens, quand on était au secondaire, que tu faisais de la trampoline. Puis tu nous montrais des vidéos, genre. Puis, je pense que tu l'as expliqué vite, là. Mais moi, je me souviens, là. Je sais pas comment t'appelais ça. C'est du mur, genre? Je pense que c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Puis là, tu sautais d'une petite fenêtre, là, d'un mur vraiment haut avec une trampoline en bas. Puis là, tu rebondissais, puis tu faisais des tricks sur le mur ou quelque chose du genre. Moi, je trouvais ça quand même assez impressionnant, là. Effectivement, c'est pas trop conventionnel là, au niveau du trampoline. C'est vraiment plus du cirque, en fait, que du trampoline. Dans le fond, c'est ça. Là, j'ai commencé plus, comme j'avais expliqué, un peu plus en niveau compétitif, mais honnêtement, je trouvais ça plate à mort. C'était des drills répétitifs. C'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Fait que oui, j'ai fait une bonne partie du temps que j'ai pratiqué la trampoline, plus en cirque, plus en mur, justement, qu'ils appellent. Là. Fait que il y a quelques années, il y a eu des shows à Montréal où est-ce qu'ils en faisaient, justement, quand même assez haut niveau. Là. Ben ouais, c'est exactement comme tu l'as décrit. Tu as un mur à côté collé sur les trampolines. Tu as des fenêtres à travers ce mur-là. Puis souvent, on est 2 ou 3 sur le mur, puis on fait du jonglage, qu'on appelle. Fait qu'il y a une personne à la fois qui touche à la trampoline, les 2 autres sont dans les airs à ce moment-là, ils font des trucs sur le mur ou ils retournent dans la fenêtre, ils se repitchent par la fenêtre, on rentre dans la fenêtre. C'est vraiment... tu peux être très créatif, mettons. Tu as beaucoup d'opportunités de faire, dans le fond, n'importe quoi. Là. Puis, comme tu as mentionné, c'est pas tant connu, puis c'est pas super commun non plus, même dans le domaine de la trampoline. Là. Le centre où j'ai allé à Laval, je suis pas mal sûr, c'est un des seuls qui avait l'équipement pour faire ça. Là. C'est un peu de là que c'est parti. Puis aussi, je trouve ça drôle que tu mentionnes que t'as eu des petits bobos, mais que ça t'arrivait souvent en trampoline. Puis je me souviens, on dirait que quand tu faisais du trampoline, là, t'avais tout le temps mal à quelque part. Je sais pas, c'était le bas du dos ou c'était genre je sais plus où t'avais mal, mais t'avais tout le temps quoi qui faisait mal. Là. Je sais pas. Ouais, souvent, dans le fond, c'était de la façon qu'on faisait les mouvements. T'atterris souvent sur le dos au niveau du trampoline, puis tu rebondis de cette façon-là. Là, tu utilises les hanches pour créer l'explosion. Le moindrement que le bas de ton dos arrive avant le reste de ton dos, ben, tu fais un petit whiplash en trampoline. Tu te retrouves à ramper un peu aussi le bas de ton dos. Quand tu remontes à la fenêtre, ça arrivait que je me cognais parce que ben, tu arrives un petit peu croche ou tu as un petit peu de spin quand tu remontes. Ça peut être aussi stupide que... Puis là, regarde, William, tu feras un lien si tu veux en faire, là, mais je perdais un peu les cheveux en arrière de la tête parce que ça frottait contre la trampoline. Fait que c'est le genre d'affaire qui arrivait. Puis les épaules aussi. Là, à force d'arriver recroquevillé dans la trampoline puis d'exploser, ben moi, ce qui avait été plus problématique, c'était l'articulation qu'on appelle sterno
clé de sternoclaviculaire avec en tout cas, c'est ça. Sternoclaviculaire, puis il y a des ligaments en avant qui maintiennent ces articulations en place. C'est pas censé avoir énormément de mouvements comme articulation, mais là, à force de faire ces mouvements-là, ça l'a comme luxé un petit peu. Ça a fait des subluxations, là, des mouvements excessifs. Puis là, ça fait que pendant un bout, probablement associé au fait que j'avais pas le meilleur tonus musculaire à ce moment-là, mais j'avais énormément de laxité en avant. Fait que ça a pris un bon renforcement de la chaîne pectorale particulièrement, puis sous-clavière pour comme, maintenir ça en place. Là. Oui, c'est une des blessures notamment qui a été plus problématique. Aussi les adducteurs au niveau de la hanche, là, c'est arrivé à quelques reprises que je tombais un pied à côté du trampoline, un pied sur le trampoline. Puis ça, comme vous pouvez imaginer, niveau répartition des charges, niveau répartition de l'impact, c'est pas idéal. Surtout quand tu as un certain spin dans ton mouvement. Fait que c'est ça. C'est le genre de choses qui m'ont arrivé à plusieurs reprises. C'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai un peu quitté ce sport-là. Là, c'est que, à force de te blesser, c'est décourageant en partant parce qu'il faut que tu prennes un petit peu de temps de repos. Puis souvent, ce qui arrive, particulièrement dans ce sport-là, quand tu t'es blessé en faisant un mouvement en particulier, c'est difficile de reprendre le même mouvement sans avoir de blocage. C'est difficile de reprendre le même mouvement avec la même intuition, la même initiative que tu avais initialement. Là. Il y a un certain mur qui se développe, surtout quand c'est arrivé à plusieurs reprises. Là. C'est une des raisons pourquoi je me suis lentement écarté un peu de ce sport-là. Là. Ouais, non, c'est très intéressant. Je savais même pas que c'était un vrai sport de compétition, la trampoline. Là, je sais pas, c'est quoi le nom que tu t'as donné à ce sport-là? Ouais, le trampo mur, mettons, là, c'est vraiment moins compétitif. Là. C'est plus récréatif. Là. C'est vraiment plus la trampoline le trampoline comme tu vas voir aux Olympiques, mettons, là, qui est plus compétitif. Ouais. Ben, j'avais jamais entendu parler de ça, mais à mesure que tu l'expliquais, j'étais déjà allé voir un show de comédia à Québec, puis il y avait un numéro entre les humoristes, que c'était un numéro justement, là, il y avait 3-4 personnes qui sautaient sur une trampoline, faisaient des trucs dans les airs, puis là, ils réatterrissaient sur une genre de plateforme à une certaine hauteur, puis fait que ça devait être ça que tu faisais pas mal. Là. Exactement C'est exactement ça, ouais. Voilà. Fait que ça fait plus partie du monde du divertissement que d'un sport de compétition comme tel. Là, définitivement. Tu as les mêmes enjeux un peu physiques, mais c'est beaucoup moins intense. Comme tu dis, étant donné que c'est plus à type de divertissement, les coachs de façon générale, c'est moins des drills que tu vas faire. Si ton mouvement n'est pas super franc, s'il n'est pas super droit, c'est moins grave. On s'en fout, là, dans le fond, tant que tu livres un bon show et que tu performes, c'est pas grave. Là. Fait que c'était pour ça que je pense que j'ai apprécié là, un peu plus ce côté-là du trampoline, trampo-mur, mettons. Est-ce que j'ai pris un peu l'initiative, parce que j'avais vu dans les questions que vous aviez préparées un peu, là, que vous vouliez que je parle un petit peu de la nutrition, puis comment moi je m'en sers, mettons, quotidiennement par rapport à mon sport, particulièrement par rapport au CrossFit. Ouais. Je peux en parler un peu, là, c'est quand même, dans mon cas en particulier, c'est quand même, peut-être pas spécial, là, mais c'est peut-être pas l'approche la plus standard là, au niveau de la nutrition. Naturellement, j'ai tout le temps été vraiment, puis Mathieu pourra en témoigner, là, naturellement plus petit, plus mince. Je suis vraiment ce qu'on pourrait appeler un hard gainer. Là. Je fais partie de la gang de je mange, je m'entraîne, puis il faut que je dorme beaucoup, puis il faut que je mange beaucoup pour que j'aie vraiment comme des gains significatifs. Puis si pendant une semaine, je porte pas attention à mon alimentation, souvent, je vais avoir faim, très, très, très faim la semaine suivante parce que je vais avoir manqué un peu de nutriments là, pendant ma semaine initiale. Là. Puis particulièrement, c'est un enjeu avec le CrossFit parce que c'est un sport pour lequel on a besoin de beaucoup de récupération. C'est un sport qui a beaucoup d'impact sur le corps de façon générale. C'est un sport qui est demandant. C'est un sport pour lequel souvent on brûle beaucoup d'énergie. C'est des longs entraînements la plupart du temps, particulièrement le type d'entraînement que je fais. Pour moi, ça a tout le temps été un enjeu et c'est encore un enjeu d'avoir une alimentation qui va être équilibrée, qui va être saine, mais en même temps qui va me permettre de rentrer toutes les calories que je vais avoir besoin dans ma journée. En fait, si j'avais à décrire l'enjeu principal qui limite ma progression au niveau du CrossFit, c'est ça. Le sommeil, regarde, c'est pas parfait, mais je me couche, je dors mes heures, ça se fait quand même assez bien. L'entraînement,
je pourrais m'entraîner 3 heures par jour s'il faut, ça va me faire plaisir. Mais l'alimentation, c'est ça, beaucoup de difficultés. Fait que c'est un peu pour ça que je voulais vous poser des questions aussi là, par rapport à ça, voir si vous n'avez pas soit des trucs par votre vécu, les deux vous vous entraînez quand même pas mal, ou des choses que vous avez vues dans vos cours qui pourraient être pertinents. On y reviendra là, si on a le temps, mais c'est sûr que j'aimerais ça m'informer de ce côté-là parce que, comme je vous dis, je pense que c'est le facteur limitant dans mon entraînement. Là. Toujours, tu sais, t'as quand même un bon appétit, mais je pense qu'à la base, si, mettons, là, t'étais pas quelqu'un qui s'entraînait puis qui portait tant attention à son alimentation, tu mangerais pas tant que ça, genre. Non, C'est ça. effectivement. Ouais, fait que c'est ça le plus gros affaire, mais souvent, le pire, c'est que souvent, la plupart des athlètes, c'est des gens un peu comme ça, genre qu'à la base, ils ont pas un gros appétit, ils peuvent rester assez maigres, mais en contrepartie, ils peuvent mettre de la masse musculaire quand même facilement aussi, genre. Souvent, typiquement, les athlètes, ça va être ça. Fait que le problème de pas être capable de manger assez pour, tu sais, remplir les demandes en énergie de ton sport, puis de si tu veux prendre de la masse musculaire, c'est quand même un problème qui arrive souvent, là. Dans le fond, c'est vraiment l'appétit, la plus grosse barrière, là. Parce que Mhm. si tu manges, mettons que tu dépenses 4000 calories, puis tu as de l'appétit pour en manger 3000, c'est sûr que c'est difficile de venir combler ce manque-là. Fait que s'il y a des trucs, ben c'est sûr que de prioriser des aliments qui sont plus denses en énergie, c'est sûr que ça va aider. Aussi, d'avoir des aliments qui sont plus assaisonnés, tu sais, qui ont un goût, là, Mhm. vraiment, qui te donne le goût de continuer à manger. Tu sais, un peu le contraire de, tu sais, quelqu'un qui voudrait manger moins, tu sais, si c'est tout le temps super bon, super délicieux, ben, t'as de la misère à te freiner, mais au contraire, quand là, faut que tu manges plus pour convenir à tes besoins, mais là, tu peux essayer d'ajouter plus, tu sais, d'épices, des trucs sucrés, des trucs, tu sais, gras comme ça, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent aider, là. Mm. Je sais pas qu'est-ce Ouais, que t'en ça, penses, c'est. William. Ben, je peux rajouter d'autres points qui sont venus en tête pendant que tu parlais. Mais mettons un de mes trucs, moi aussi, je sais pas, je suis un hard gainer, là, en tout cas, mais je suis pas quelqu'un qui a un gros appétit non plus nécessairement. Mais un des trucs aussi, c'est quand tu te remplis vite, quand tu manges, puis ça prend pas de temps que tu n'as plus faim. Là. Moi, c'est mon cas. Il faut vraiment que tu priorises les trucs qui ont le plus d'énergie en premier. Tu sais, mettons, là, commence vraiment par tes glucides en premier. Là, il faut quand même que tu aies des protéines aussi. C'est assez rassasiant des protéines, mais tu sais, mange un petit peu, mais mange seulement la quantité que tu as de besoin. Mettons, on va dire c'est un 30-40 grammes par repas, mettons pour toi et moi. Puis après ça, le reste vient vraiment combler ça avec soit des lipides ou des glucides. Puis tes fruits et tes légumes, mange-les à la fin. Là, à ce moment-là, c'est pas nécessairement notre priorité dans ce cas-là. Quelqu'un qui sera en perte de poids, comme Mathieu a dit, là, on va venir intégrer des aliments qui ont plus de fibres, des fruits et des légumes, justement, pour aider pour la société. Puis, c'est vraiment difficile de surconsommer des calories quand tu manges beaucoup de fruits et de légumes. Mais quand ça vient le temps de bulker, entre guillemets, ben, là, ça va être vraiment important de commencer avec ces glucides, puis trouver des sources de lipides qu'on va juste pouvoir rajouter sur notre plat, là, Mhm. que ce soit de la mayo, que ce soit de l'huile d'olive, que ce soit de l'avocat, n'importe quoi, que c'est des gras, je pense que c'est la façon la plus facile de rajouter des calories dans notre assiette. Tu n'as quasiment rien rajouté dans ton plat finalement. Là, mettons, tu manges du poulet puis du riz, là, pour prendre un exemple classique, puis tu veux juste rajouter un peu de margarine dans ton riz, ben, tu viens de rajouter des calories facilement. Là. J'attendais tellement que tu parles de beurre, tu l'as pas nommé dans tout ce que tu Ouais, as nommé. Là, ouais. Là, parce que ça, c'est une chose, pas juste le beurre, là, l'huile d'olive aussi notamment. Là, mais ça, définitivement, plus récemment, j'ai commencé à l'utiliser plus, là, mais c'est rare que je vais pas essayer d'en rajouter dans ce que je mange le plus possible. Tant que ça modifie pas trop le goût, mettons, pour le pire, Mm. là, je vais essayer d'en rajouter. Fait que définitivement, ça, je le garde en tête. C'est de quoi je vais utiliser. Là. Je pense que ça fait une bonne différence. Puis de façon générale, puis là, je généralise, mais je pense que les lipides, ça a tendance à quand même rajouter du goût dans ce qu'on mange. Là. Mhm. Mhm. Ouais. Ça a tendance à rendre l'aliment plus attirant. Puis de façon générale, pour tout ce qui est viande, mettons, c'est moins sec. Ça rajoute un peu de tonus dans ce qu'on mange. Là. Fait que, OK, super. Quand même une Ouais. bonne utilisation de tout ce qui est gras, lipides Mais les dans gras, l'alimentation. c'est bon pour acheter des calories facilement, mais en même temps, vraiment prioriser les glucides en premier parce que, tu sais, quand tu fais ton entraînement, puis surtout CrossFit, que j'imagine que c'est souvent de la grosse intensité,
tu as besoin vraiment de rétablir tes réserves de glycogène, tu sais, fréquemment, là. Mhm. Fait que, tu sais, mettons que tu faisais beaucoup d'exercices, mais c'était à faible intensité. Ben là, tu n'as pas nécessairement besoin de beaucoup de glucides. Tu sais, mettons, tu fais du ultra marathonien, tu sais, qui il court vraiment pas vite, mais il court vraiment lentement, ou tu fais beaucoup de marche, ou tu fais du hiking. Tu sais, tu peux avoir des glucides, mais tu sais, si tu vas aller plus chercher dans tes réserves de gras. Fait que là, d'avoir une alimentation qui a plus de gras, c'est pas pire. Mais quand tu as un entraînement comme toi, qui c'est vraiment haute intensité tout le temps, tu sais, tu parlais de HIIT training, tu parlais de CrossFit, ben là, tu vas avoir vraiment plus de glucides parce que ça va t'aider dans ta performance. Mais effectivement, après ça, tu sais, il y a quand même un manque à gagner à un moment donné, puis il y a une limite de riz blanc que tu es capable de manger dans 3-4 repas par jour, ou même plus, là. Je sais même pas c'est quoi c'est un plan alimentaire que tu suis, là. Mais ouais, c'est là que venir ajouter un peu de gras, puis tu sais, le beurre, j'avoue qu'au goût, c'est bon, mais des fois, c'est sûr qu'en nutrition, nous autres, ils conseillent moins ça à cause des gras saturés en surplus. Mais tu sais, tout est une question de quantité, là. Fait que tu sais, si un repas par jour, c'est du beurre que tu mets sur tes toasts, ou tu sais, c'est du beurre que tu mets dans ton riz à ce repas-là, puis les autres repas, c'est des sources de gras comme des avocats, des noix, de l'huile d'olive, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de mal à ça non plus, là. Faut pas complètement éliminer le beurre non plus. On a besoin de gras saturés également, là. Super. Puis ça, j'ai une mini question là, par rapport à tout ce que tu as nommé. Là. Après ça, on va pouvoir parler un peu plus de CrossFit peut-être. Là, mais Ouais. euh, niveau gras saturé, dans les évidences, c'est quoi qui semble. Tu sais, est-ce qu'il y a un volume qui semble pertinent, puis après ça à éviter? Y a-tu de quoi qui nous indique un peu, OK, ça, cette quantité-là, c'est pertinente, puis après ça, on est mieux de changer pour des polyinsaturés, des polysaturés? Hmm. C'est une bonne question. Dans le fond, la règle, comme qui est donnée universellement, c'est on veut que 10% des calories ou moins viennent des gras saturés, genre. OK. Ben, Mais OK. il y a comme un problème avec ça, là. Ben, je sais pas si tu voulais me laisser continuer, mais dans le fond, le problème avec ça, c'est que ça, c'est pour une personne, tu sais, normale. Puis les personnes normales, ils font pas du CrossFit super intense, puis ils ont une dépense énergétique qui est probablement beaucoup moins élevée que la tienne. Donc, toi, si tu manges 10% de tes calories des gras saturés, ben peut-être que ça devient un peu trop, tu sais, parce que tu manges plus que la personne moyenne. Donc, tu sais, on pourrait essayer. Je pense qu'il y avait déjà quelqu'un que j'avais vu qui avait essayé de l'estimer. Tu sais, mettons que tu dis une personne normale, c'est 2500 calories par jour. Là, tu prends 10% de ça fait combien de grammes? Puis là, mettons, ça donne environ 30 grammes par jour de gras saturés. Mais là, tu sais, selon toi, ton poids par rapport à la personne moyenne, là, tu peux essayer de. Fait que, tu sais, si t'es dans ce range-là de comme 25 à 35, mettons, ou 40, tu sais, c'est peut-être pas si pire, là. Mais si tu Mhm. dépasses, tu sais, 50, 60, ça peut être un problème. Mais en même temps, il y a tellement une affaire individuelle par rapport à ça, là. Tu sais, il y a des gens qui peuvent manger probablement beaucoup de gras saturés, puis ça n'a presque aucun effet sur leur santé cardio-métabolique. Puis il y en a d'autres qu'au contraire, ils en mangent 30, puis c'est limite trop, tu sais. Mais ça, il n'y a pas vraiment de façon de le savoir, sauf en ayant tu sais, en ayant une alimentation qui est quand même constante, puis en allant voir ton médecin, faire des prises de sang, puis voir un peu c'est quoi ton profil lipidique, là. Puis après ça, tu peux Mhm. faire des changements, puis voir qu'est-ce que ça change, mais il n'y a pas vraiment je peux pas vraiment te dire, toi, Félix, t'as besoin de tant de grammes, puis si tu dépasses ça, c'est pas bon. Tu sais, c'est vraiment individuel, là. mm, OK. Fait que, non, c'est ça. William, je sais pas ce que Ben tu non, voulais mais ton, rajouter ton par rapport à ça. propos, ton propos est nuancé, puis tu sais, c'est exactement ça, j'aurais dit moi aussi. Mais si vraiment tu as une réponse précise, là, mettons, sur l'étiquette de valeur nutritionnelle, c'est tout le temps calculé pour 2000 calories. Fait que là, si tu fais 10% de ça, c'est 200 calories divisé par 9 calories par gramme. Fait que ça fait 22 grammes de gras saturés par jour. Mais tu sais, on s'entend que c'est, comme Mathieu il dit, c'est extrêmement variable dépendamment. Puis je dirais que le plus gros facteur, c'est ça, c'est l'épigénétique. Tu sais, souvent, tu vas voir des Hmm. gens que dans leur famille, tu sais, ils ont des problèmes de cholestérol puis tu sais, de maladies cardiovasculaires. Tu sais, c'est comme quelque chose qu'il y a beaucoup dans cette famille-là. Donc, eux, malheureusement, sont peut-être plus à risque. Puis s'ils consomment plus que 22 grammes de gras saturés, ben là, ça va commencer à être un problème. Mais tu as, d'autres gens qui pourraient en consommer 30, 40, 50 par jour. Puis s'ils s'entraînent, puis toute leur alimentation est pas mal équilibrée, ben, ça serait peut-être pas un problème. C'est ça. Très Tu sais, variable. c'est un facteur parmi d'autres.
Ouais, Puis ça, c'est vraiment dépendant de ta génétique à toi. Tu sais, peut-être que ce facteur-là, il est super important pour toi parce que dans ta famille ou juste dans ta génétique à toi, tu as une prédisposition à ce que les gras saturés, ça augmente ton risque. Puis au contraire, ça pourrait être que toi, ça te fait rien. Mais tu peux pas vraiment le savoir, à moins que tu sais que dans ta famille, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça, puis ça, c'est arrivé tôt dans leur vie qui ont eu des accidents par rapport à ça. Là, peut-être que ça peut te sonner une cloche, dire ah, ben peut-être je vais faire plus attention à ça. Mais même là, peut-être que c'est pas les gras saturés, puis que c'est autre chose, mais il y a juste, vraiment, c'est juste les prises de sang, puis tu sais, avec ton médecin, voir ça. Tu sais, sinon, on peut pas deviner vraiment. Là. Tu sais, on peut suivre les lignes directrices, mais tu sais, encore là, c'est comme une moyenne de tout le monde. Fait que tu peux jamais vraiment savoir parle-moi-en pour pas vrai. de multifactoriel, là, ça, là. Ouais. Ouf! Ça, en nutrition, mais en physio, c'est la même chose, là. Mm. C'est tellement difficile d'identifier un facteur, là. En tout cas, on s'en reparle, là. En fait, je vous amène un peu, là, par rapport à mes expériences au CrossFit. Un petit peu, dans le fond, je vais faire une petite présentation de c'est quoi un cours de CrossFit standard, un peu comment moi, j'utilise le CrossFit dans mon entraînement. Puis je vais vous faire une petite présentation rapide par rapport au CrossFit comme style d'entraînement. Puis je vais vous comparer ça au CrossFit comme sport parce que c'est quand même un enjeu assez important. Ça fait quand même une bonne différence. Puis souvent, ça peut expliquer une bonne partie de ce qu'on va voir dans le CrossFit en tant que tel. Là. On va peut-être en reparler, là, mais si tu prends par exemple le butterfly ou le keeping pull-up, qui est le pull-up avec un élan, ben, purement niveau masse musculaire, c'est pas la chose la plus efficace, mais dans un aspect sportif, ben là, ça pourrait être à considérer. C'est un peu là, ce que je veux couvrir dans ma présentation du CrossFit. Là. Donc, le CrossFit, dans un gym typique, puis là, ça varie beaucoup entre les gyms, là, mais de façon générale, c'est des cours de 1 heure. Ça va être un cours entre, habituellement, 6 et 15 personnes avec un coach. Coach qui, la plupart du temps, a une formation là, faite par CrossFit. Ça lui donne des connaissances de base dans les mouvements. Pendant ce cours-là de 1 heure, la plupart du temps, il va avoir un bon réchauffement pour commencer. Il va avoir une partie technique ou une partie force. Par exemple, on va travailler le clean and jerk ou on va faire du squat. Puis après ça, on va faire la partie WOD, le Workout of the Day, la partie cardio, on va dire, qui va utiliser la plupart du temps ce qu'on a pratiqué ou ce qu'on a fait travailler avant. Fait que si j'ai fait des squats, la plupart du temps, je vais avoir quelques mouvements, puis dans un des mouvements, il va y avoir quelque chose relié à mon squat. Pour la plupart des gens, c'est en masse. 1 heure, tu fais ça 2, 3, 4, 5 fois semaine, c'est en masse. Tu as un bon aspect social, tu es dans ton cours, tu es encadré par le coach. Tu fais un peu du touche à tout, tu permets de pratiquer aussi des skills, des mouvements que tu n'aurais peut-être jamais utilisé dans de la muscu conventionnelle. C'est ça le cours standard. Souvent, quand ça fait plusieurs années que tu en fais ou quand tu recherches un petit peu plus de progression, ben, tu vas faire de l'entraînement libre par rapport à ça. Fait que soit tu vas faire le cours de 1 heure de CrossFit, puis après ça, tu vas faire tes petites affaires, ou même tu peux faire comme ce que je fais présentement, puis ce que quelques autres athlètes au gym où ce que je m'entraîne font, ou est-ce que tu prends une programmation préparée en ligne par des coachs connus au niveau du CrossFit, puis tu l'appliques dans son total, dans ton quotidien pour essayer d'aller chercher plus d'entraînement. Souvent, c'est plus de volume, c'est plus long, c'est des mouvements qui sont plus difficiles ou plus intenses, mais c'est vraiment ce qui te permet d'aller chercher une coche de plus. Là. Quand ça fait un peu de temps que tu es à ton affaire et que tu veux vraiment aller chercher l'aspect progression, ben c'est souvent ça la trajectoire qu'un athlète ou qu'une personne va suivre. Pour ce qui est du CrossFit version sport ou version entraînement, c'est vraiment un bémol qui est quand même important à apporter, puis ça va vraiment dépendre de l'objectif de la personne. Le CrossFit en tant qu'entraînement, c'est juste de dire je veux faire du HIIT, je veux faire du high intensity training. Mon but, c'est de perdre du gras, mon but, c'est de gagner un peu de masse musculaire, c'est d'être plus agile, c'est d'être plus confortable dans un squat, plus confortable dans un deadlift. Dans ce cas-là, le but de l'entraînement, ça va vraiment être d'être efficace dans ce que tu fais. Fait que dans la partie force, tu vas pratiquer tes strict pull-ups. Dans tes squats, tu vas pratiquer à lever plus lourd dans tes squats, à faire plus de squats, à avoir une meilleure endurance. Ce qu'on va faire souvent dans l'aspect sportif, c'est utiliser ces bases-là qui ont été vues dans l'entraînement, puis l'appliquer pour le sport. À même titre qu'un sportif de MMA, un combattant, pourrait faire du CrossFit comme entraînement,
puis utiliser quelques bases du CrossFit comme entraînement, puis l'appliquer dans son sport qui est le MMA. Le MMA, c'est pas du tout du CrossFit. Le CrossFit, c'est pas du MMA, mais il y a une certaine transition des mouvements entre le CrossFit, qui est un entraînement qu'il fait pour se garder en forme, et son sport. Par exemple, de l'explosion au niveau des hanches ou être rapide sur ses pieds quand tu as été dans une position dans le fond de ton squat. Ce genre d'affaires-là. Fait que c'est difficile à différencier quand tu connais pas le sport, parce que aux yeux d'une personne commune qui ne fait pas de CrossFit, le sport du CrossFit puis l'entraînement du CrossFit, c'est la même affaire. Tu fais les mêmes mouvements, tu portes un petit coup d'œil rapide, c'est la même chose. Mais il y a quand même une distinction à apporter, puis c'est vraiment ça que je pense qui est l'enjeu principal au niveau de l'information dans le CrossFit. Tu sais, quand tu vois les gros athlètes participer, ils font vraiment des choses qu'on ne va pas nécessairement faire dans les cours. Là. Fait que c'est ça la distinction à aller chercher. Là. C'est ça. J'ai juste une question dans le fond. Si moi demain je m'en vais dans un gym de CrossFit à côté de chez nous, puis je m'inscris pour faire un cours, ça va-tu être plus de l'entraînement CrossFit ou ça va être plus le sport du CrossFit que je vais faire pendant 1 heure dans mon cours? Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça dépend de ton niveau d'entraînement initial. Si tu n'as vraiment jamais fait de CrossFit, c'est sûr que ça va plus être axé sur l'entraînement de CrossFit, mettons. Mais si tu arrives là, tu as déjà une bonne base, tu es dans un gym qui naturellement est plus compétitif, l'âge des athlètes est plus bas, les coachs ont un passé compétitif, ben là, c'est sûr que tu vas être plus porté par toi-même puis par l'entourage que tu vas avoir là-bas, à aller être plus dans l'aspect sportif. Fait que, être plus efficace dans tes mouvements, avoir des transitions plus rapides entre les mouvements. Quand tu fais du rameur, savoir à quelle fréquence faut que tu tires sur le rameur pour avoir une meilleure distance ou pour monter des calories plus rapides. C'est ça. Ça va dépendre un peu de ton état, ça va dépendre du gym dans lequel tu vas être, ça va dépendre c'est quoi les objectifs que tu te fixes, ça va dépendre des coachs et de l'entourage que tu vas avoir là-bas. Puis ça, je vais en reparler, mais c'est souvent un problème dans le CrossFit où est-ce qu'on se retrouve à avoir quand même une bonne disparité, ou en tout cas un problème selon moi, où qu'on se retrouve à avoir une bonne disparité du niveau des athlètes dans les gyms par rapport à ce que la programmation propose puis par rapport aux objectifs des gens. Je vous garantis, j'en reparle, ça c'est un sujet que j'ai quand même à cœur. Là. Je pense que c'est la critique principale que les gens ont quand ils sont dans le CrossFit puis quand ils sont pas dans le CrossFit, tourne autour de ça. Ça tourne autour du niveau des gens, ça tourne autour des objectifs des gens, ça tourne autour de est-ce qu'on fait plus du CrossFit comme style d'entraînement ou plus comme style sportif, mettons. Okay. Je sais pas si ça a répondu un peu à ta question, là. Ouais, ben j'ai d'autres questions qui s'en viennent par rapport à ça. William, t'avais-tu autre chose que tu voulais mentionner? En fait, je trouvais ça super intéressant, la distinction entre le sport qu'on peut voir au CrossFit Games versus l'entraînement qu'on peut faire dans un gym qui est comme associé au CrossFit. Mais moi, j'ai fait 2 cours de CrossFit dans ma vie. La première fois, j'étais en secondaire 5, c'était dans un cours on avait un cours de gym à option que c'était comme on essayait des différents sports. Puis ils nous avaient amenés dans un gym de CrossFit à Châteauguay. Puis c'était comme une initiation au CrossFit. Puis là, vraiment, c'était comme... Moi, à cette époque-là, j'étais un gym bro classique, si on veut. Là, j'étais déjà capable de bencher 2 plates à 16 ans, mais je squattais même pas la barre. Genre. Fait que, tu sais, j'étais très focusé sur mon haut du corps, puis j'avais pas vraiment de bas du corps. Fait que là, à ce moment-là, on est allé faire ce cours-là, puis moi, j'étais juste comme dans mon coin en train de faire du bench. Puis là, le coach m'avait juste dit, ouais, mais là, viens-t'en faire le workout of the day, là, comme tu dis, avec nous. Fait que là, j'étais allé faire ça avec eux autres. Puis, tu sais, je trouvais ça, j'avais quand même une bonne base en termes de sport. J'ai tout le temps été très athlétique. Puis là, au niveau de l'entraînement, ça faisait 1 an que je faisais du gym. Fait que je me considérais le roi du monde, on s'entend, là. Fait que là, on avait fait le workout of the day. Puis, tu sais, c'était comme des squats, des lunges, on avait fait un petit peu de pull-up. Mais, tu sais, pour moi, c'était des trucs qui étaient vraiment trop faciles pour moi. Mais c'est sûr qu'avec mes collègues de classe, qu'il y en a, ils faisaient pas de gym pantoute, pas de CrossFit, pas eux. C'était vraiment un très bon entraînement pour eux. Donc là, à ce moment-là, c'était peut-être un entraînement qui était un petit peu trop général. Mais ça, des fois, c'est ça qui est peut-être difficile pour les coachs de vraiment savoir qu'est-ce que les jeunes vont être capables de faire. Fait que, tu sais, dans cette classe-là, il y avait peut-être, mettons, la majorité des gens qui ont juste faire une série de 15 squats, puis après ça, faire un superset avec 15 lunges, c'était suffisant pour eux. Mais pour moi, c'était comme, j'étais même pas essoufflé après, là, tu sais. Fait que, ouais, puis, écoute, honnêtement, ça fait plusieurs fois que j'y touche, puis je quitte le sujet. Fait que là, je vais juste rentrer dedans. Là. Mm-hmm. C'est effectivement un des problèmes et un des avantages du CrossFit.
Le coach a une place très importante dans son cours. C'est lui qui va guider comment on va adapter les mouvements pour chacun, qui a un avantage du sport. Le sport, idéalement, puis là je dis sport, mais on parle d'entraînement, là. Idéalement, c'est accessible à tous. Il y a des modifications pour chacun des mouvements, de façon à ce que tout le monde puisse donner de l'intensité pendant son heure. Tout le monde a travaillé fort pendant son heure. Tout le monde a pu performer. Tout le monde a pu progresser pendant son heure. Cela étant dit, le CrossFit, puis là, il y a une petite distinction à faire entre CrossFit puis entraînement, le HIIT. CrossFit, c'est une compagnie. Pour t'appeler CrossFit, il faut que tu payes une bannière pour faire partie de CrossFit, pour dire que tu fais du CrossFit. Puis idéalement, il faut que tes coachs aient la formation de base CrossFit. Okay? Il y a 3 niveaux. Il y a Level 1, Level 2, Level 3. Le niveau 1, moi, c'est mon problème principal avec. Gardez en tête que je ne l'ai pas fait, mon niveau 1. Okay? Moi, j'ai ma physiothérapie, puis j'ai mon expérience, mais je n'ai pas fait mon niveau 1. Le niveau 1, c'est 2 jours. C'est une fin de semaine. Puis tu apprends les bases de chaque mouvement. Ça reste limité. Puis théoriquement, avec un niveau 1, tu peux t'ouvrir un gym de CrossFit. Avec 2 jours de formation, tu pourrais t'ouvrir un gym de CrossFit. Moi, ça, c'est un grand enjeu qui me titille beaucoup, puis qui explique une grande partie de la disparité entre les gyms. Tu as des gyms pour lesquels les coachs ont énormément d'expérience. Ils ont fait de la formation. Ils ont et de l'expérience sportive dans le sport, puis comme coach. Puis ça paraît. Ça va paraître dans la programmation. Ça va paraître dans les modifications qu'ils vont donner. Ça va paraître dans leur gestion de groupe. Parce que, mine de rien, quand tu as 15 personnes, qui savent qu'est-ce qu'ils font, ça va bien. Quand tu as 3-4 personnes qui font une initiation, c'est plus difficile. C'est le plus grand problème, je pense. Le number one problème au niveau du CrossFit, c'est la disparité au niveau des connaissances dans le gym puis des coachs. Tu vas avoir des gyms, 3 coachs super bien formés. Les gens, de façon générale, vont moins se blesser. Ils vont progresser plus rapidement. Ils vont apprendre la pertinence de chacun des mouvements. Ils vont apprendre la base de chacun des mouvements, comment bien les appliquer, comment bien les utiliser, puis comment prévenir les blessures un peu par rapport à ça. Parce que c'est sûr que c'est un sport qui est à risque de blessure. C'est un entraînement qui est à risque de blessure. Puis tu vas avoir des gyms dans lesquels tu as moins de formation. C'est beaucoup plus du bouche à oreille. C'est quand même des gens qui vont avoir de l'expérience, mais qui n'ont peut-être pas eu la formation nécessaire pour décerner ce qui est pertinent ou ce qui n'est pas pertinent dans un mouvement ou dans l'entraînement d'une personne. Fait que pour moi, c'est la chose qui fait que tu vas voir des singeries sur Internet, dans des gyms de CrossFit, où tu as des gens qui vont se blesser parce qu'ils font des mouvements pas d'allure ou parce qu'ils ne font pas le mouvement correctement. C'est des gens qui n'ont pas été bien encadrés par des gens qui n'ont peut-être pas l'expérience qu'ils devraient avoir. C'est ça. C'est le principal problème, je pense, au niveau du CrossFit. Il y en a d'autres, mais c'est l'enjeu qui fait qu'au Québec, puis dans le monde de façon générale, le CrossFit a une certaine réputation, puis ça a participé à ternir un petit peu cette réputation-là, je pense. Là. Ben, okay. Hey, j'ai une question pour toi, Bert, par rapport à ça. Mm-hmm. Okay. Imagine, je m'appelle pas Mathieu, je m'appelle Vincent. Genre. Super, bonjour, Vincent. Ça fait 1 an là, que je suis dans l'idée de j'aimerais ça me mettre à m'entraîner, faire un sport. J'ai essayé plusieurs affaires, mais rien que j'ai trouvé ça super intéressant puis tout. Puis je sais qu'il faut que je fasse un peu de musculation, mais le gym, je trouve ça plate puis tout. Mais là, je vois le CrossFit, puis là, je suis comme, ah, ça a l'air tellement cool, genre, ils ont des poids libres, puis là, ça bouge, ça a l'air le fun. Mais là, tu me dis ça, puis là, je suis comme, ok, il y a des gyms, c'est pas... Tu sais, il y a des coachs qui sont plus formés que d'autres, il y a des gyms, dans le fond, qui vont avoir une meilleure expérience que d'autres. Comment, si tu étais à ma place, mais qu'est-ce que tu me conseillerais? Comment choisir? Tu sais, j'ai 3 options de gym à Blainville, exemple, de CrossFit, je sais pas combien il y en a. Comment tu me guiderais pour choisir lequel qui serait le meilleur pour moi? Tu sais, moi, quelqu'un qui veut m'initier à ça, là, qui n'a pas d'expérience, qui n'est pas quelqu'un qui s'entraîne en général. Là. Il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux faire en partant, tu sais, les risques de blessure sont faibles là, dans une seule présence. Fait que tu peux faire un essai gratuit. Déjà, tu vas avoir une bonne idée. Tu vas avoir une idée de comment le gym il roule. Tu vas voir un peu l'efficacité du gym. Tu vas voir un peu les conseils que le coach semble donner. Même si tu n'as pas d'expérience dans le mouvement, si le coach il passe 15 minutes avec toi sur les 30 minutes du début, c'est déjà pas pire. Il a passé quand même un bon bout à t'expliquer ce que tu vas faire, à te corriger. S'il a passé 5 minutes au début pour t'introduire dans le cours, puis qu'après ça, il part, il fait ses affaires, il ne semble pas t'apporter de correction au niveau de la technique, ben c'est sûr, c'est
pas nécessairement un mauvais signe, peut-être que tu fais bien ton affaire, mais c'est à considérer. Tu peux aussi voir, la plupart du temps, la formation que les coachs ont fait en ligne. Déjà, si tu vois que ça fait plusieurs années qu'ils coachent, qui ont plusieurs formations, qui vont chercher leur niveau 2 ou leur niveau 3 de CrossFit, qui sont nettement plus longs et plus techniques, ben là, déjà, ça aussi, c'est une bonne chose. Tu peux aller voir en ligne, aussi simple que d'aller voir les reviews. Tu sais, tu vas voir, là, les gens sont habituellement assez vocaux par rapport à ça. Ah, tel gym, j'ai eu un bon encadrement, les coachs sont bien smart, ils m'ont répondu à mes questions, ou aucun commentaire ou des commentaires négatifs. C'est d'autres choses que tu peux aller vérifier. Mais ce que j'aurais vraiment tendance à te dire, c'est faut que tu essayes. Faut que tu ailles faire ta journée d'initiation. Faut que tu vois un petit peu le groupe social aussi autour de toi, c'est comment. Faut que tu mettes le bout de ton orteil dans l'eau puis que tu vois un peu comment ça passe. Là. Puis aussi, autre affaire, tu m'as dit, CrossFit, on dit tout le temps CrossFit pour désigner l'entraînement un peu hit, comme tu dis, mais tu sais, c'est une marque privée. Fait que j'imagine qu'il y a des compétiteurs à CrossFit, mais que ça doit être assez similaire. Tu sais, dans le fond, c'est quoi les autres noms que ça peut avoir, mais que c'est un peu la même chose finalement, là. Tu veux-tu me répéter ça? Je pense que j'ai perdu un 2-3 secondes là, à la fin. Ok, juste, mettons, c'est quoi les autres noms de gym ou les autres types d'entraînement gym qui sont similaires au CrossFit sans être sous la bannière de la marque CrossFit? Ben, souvent, dans le fond, ils vont dire que c'est des gyms high function training, de l'entraînement fonctionnel. En tant que tel, il n'y a pas d'autres compagnies qui s'est démarquées tant que ça dans le monde à dire au lieu de CrossFit, là, j'ai passé à plein de bonnes jokes que j'aurais peut-être pas dû dire, là, mais en tout cas, il n'y a pas d'autres name brand ou d'autres compagnies qui est sortie tant que ça pour compétitionner au CrossFit. Mais tu vas avoir des organisations. Il y a des organisations au Québec qui ont commencé à apparaître, particulièrement après la COVID, qui organisent d'autres types de compétitions pas affiliées au CrossFit. On va voir par exemple j'ai oublié le nom, mais il y avait une ligue de performance sportive où est-ce que pendant 2 mois, à toutes les 2 semaines, ton équipe recevait un entraînement, tu filmais ton équipe pendant que tu faisais l'entraînement, puis tu montais dans les échelons là, par rapport à ta performance sportive. Tu vas avoir des organisations sportives qui se sont formées un peu, mais en tant que telles, des compagnies autres que CrossFit, pas à ma connaissance en tout cas. Ok, bon, fait que c'est pas mal CrossFit. Fait que si j'écris ça dans Google, ça va pas mal me sortir un peu les gyms. J'imagine que ça va sûrement sortir les compétiteurs à CrossFit aussi, Ouais, probablement. Là. définitivement. Fait que, Même les gyms on appelle ça des box là, en anglais, là. Même les box qui sont pas inscrits au CrossFit, la plupart du temps, ça va apparaître dans tes recherches. Là. Puis honnêtement, au final, le cachet que CrossFit apporte est pas majeur. Là. Tu vas avoir des très très bons gyms qui sont pas affiliés avec CrossFit, ça n'a pas vraiment de lien à la qualité des cours ou à la qualité des services qui sont offerts. C'est plus que quand il vient le temps de participer à des compétitions mondiales, les Open par exemple, une fois par année, ils donnent des entraînements à tout le monde se filme, tout le monde envoie leur score. Ben ça, il faut que tu sois affilié à un gym officiel. Mais c'est vraiment, c'est ça. Au Québec, c'est un peu du free-for-all. Mm-hmm. Puis en tout cas, pour très bonne explication, puis bonne question Mathieu. En tout cas, pour finir mon histoire, les entraîneurs qui avaient à ce gym de CrossFit-là, ils avaient payé pour la bannière CrossFit, là, ça coûte quand même assez cher. Là. Puis ces entraîneurs-là, c'était sûrement pas des entraîneurs niveau 1 parce que le gars, il a vraiment été capable de. Ben, ça faisait des années qu'il entraînait des gens là. Puis aussi, il était vraiment capable de saisir tout le groupe. Puis moi, il m'avait juste dit Regarde, t'es juste fatigué, t'es trop compétitif, il m'avait juste donné une weight vest, une veste lestée avec genre 30-40 livres dedans. Puis il était comme Arrange-toi avec ça à Star, fais des pull-ups, puis des squats. Puis. Fait que là, à ce moment-là, c'était rendu vraiment compétitif. Vraiment plus difficile pour moi, là, que je pesais peut-être 140 livres. Là. Fait que là, il venait de me rajouter du poids sur le dos. Puis ça m'amène aussi à une deuxième expérience de CrossFit avec un de mes amis qui faisait de l'haltérophilie. C'était dans un autre gym de CrossFit à Châteauguay. Puis dans le fond, là, c'était vraiment un cours de 1 heure, comme t'expliquais, Bert, exactement, qu'il te montrait la technique. Puis là, le cours, il était structuré de la façon suivante. C'était, on fait un réchauffement général. Fait que là, tu sais, on a genre la barre, puis là, on se réchauffe les épaules, on fait du mouvement, blablabla, pour préparer à faire le snatch en premier, qui est un des deux levées dans l'haltérophilie, dans le fond, comment il l'appelle, l'arraché en français, le snatch. Fait que ça, les noms en français, tu peux pas ouais, les j'ai jamais entendu ça. L'arraché et l'épaulé jeté, dans le fond, qu'on a fait, les deux mouvements dans l'haltérophilie. Fait qu'on a commencé avec un petit réchauffement. Puis c'est ça, exactement comme tu décrivais, un groupe de entre, je pense qu'il y avait peut-être 12 personnes.
Puis le coach, un ancien compétiteur d'haltérophilie, donc c'est un gars qui avait fait du haut niveau là-dedans. Mon ami aussi, il était très bon. Là, il était capable de clean and jerk 3 plates et demi, 365 livres. Puis au snatch, je faisais à peu près 250 livres. Là, tu sais. Fait que Ouf, il était quand quand même. même. Il était dans... Mais il pesait 250 livres aussi à peu Ok, près. Là. c'est ça, je m'avais demandé dans quelle catégorie de Ouais, poids c'est qu'il ça. était, parce que c'est quand même des gros lifts, ça, là. Ouais, c'est des très gros livres. Genre le snatch, moi, ça m'a toujours impressionné parce que, tu sais, par exemple, on a commencé avec ça. Moi, c'était la première fois que j'en faisais. J'avais essayé un petit peu chez nous pour le fun, mais tu sais, dans mon gym, je peux pas vraiment en faire, là, mais j'avais pratiqué un petit peu pour le fun. Fait que là, j'arrive là, commence à faire des snatchs, juste avec la barre, tout ça. Puis, tu sais, c'était des gens qui étaient là environ entre 25 et 40 ans. Puis les gens, là, ils font ça chaque semaine depuis des années. Fait que, tu sais, il y en a qui le font quand même pas si pire. Mais au snatch, tu sais, j'étais déjà dans les meilleurs après une pratique, mais c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais comme. J'étais en pleine. J'étais en train de faire du powerlifting, ça faisait peut-être un an. Fait que, tu sais, mon squat, mon deadlift, il était très bon. Fait que là, je faisais des snatchs, mais j'avais aucune technique. C'était plus un power snatch. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, Félix. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je descendais pas vraiment en squat pour attraper la barre. Fait que je faisais juste une explosion plus avec ma chaîne postérieure, mon haut du corps. Fait que j'étais capable de power snatch à peu près une plate, ce qui est quand même pas si. Ça a bien de l'allure pour quelqu'un qui a pas d'expérience partout, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, mon shoulder press, genre, je suis capable de faire une plate pour genre 10-12 répétitions. Fait que là, juste de faire un power snatch comme ça faisait du sens, là. Ouais. Mais T'as mettons, terminé ton turnover, puis t'étais bien placé pour terminer le mouvement, ouais, mettons, là. exactement, exactement. Mais c'est ça. Fait qu'on a commencé avec le snatch. Après ça, on a enchaîné pour le clean and jerk. J'ai fait une plate 25, 185 livres, qui est correct, là, tu sais, mais j'avais. C'est quand même pas pire pour quelqu'un qui a pas d'expérience, Ouais, là. ouais, c'est ça. Puis le plus difficile, c'est la transition jusqu'au le front rack, dans le fond, là. Puis après ça, pour la Mhm. mettre au-dessus de ma tête, c'est ça. Fait que, tu sais, puis là, le coach, à ce moment-là, comme tu dis, tu sais, il a pris du temps avec chaque personne pour aller checker puis donner certains cues. Puis, tu sais, moi, c'était la première fois que j'allais là. C'était comme un genre d'essai gratuit, si on veut. C'était mon ami qui m'avait amené là. Mais malgré tout, le coach a pris le temps de me donner des cues, même s'il savait que moi, je suis vraiment focusé sur le powerlifting, les squats, les deadlifts. On en a fait après dans une période libre, là, tu sais. Mais à ce moment-là, même s'il savait que j'avais comme pas d'avenir là-dedans, que j'allais pas revenir, il m'a quand même donné du temps, puis il m'a donné des cues, puis tout pour améliorer ça. Fait que c'est là que tu vois que d'avoir le bon coach et bien encadré, c'est super intéressant pour se développer, surtout au début quand on ne connaît pas ça. Moi, j'avais une très bonne base d'entraînement en général. Fait que j'étais déjà pas si pire, mais beaucoup de cues parce que l'arraché, c'est probablement le mouvement le plus complexe que tu peux faire dans le gym. C'est une triple extension, tu as tellement de proprioception, tout ton corps bouge en même temps. Fait que c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Puis les gens qui étaient là aussi, ils disaient, on vient à ce cours-là parce que c'est tel coach qui est là, puis qui est vraiment non seulement qualifié, qui a déjà l'expérience, puis aussi après ça, il prend du temps avec chaque personne pour les aider. Fait que, vraiment, quand tu es capable d'avoir un bon coach, c'est ça qui est meilleur selon moi que le gym en tant que. Donc, c'est bon que tu aies parlé un peu de l'haltérophilie parce que CrossFit, il y en a quand même pas mal d'haltérophilie. Dans le fond, il y a 3 sphères principales dans l'entraînement CrossFit. Il va y avoir tout ce qui est gymnastique, fait que tout ce qui est à la barre au mur, pull-up, bar muscle-up, toast to bar, ring muscle-up, tout ce qui est associé à ça. Marcher sur les mains aussi, là, tout ce qui est au niveau de l'équilibre, au niveau de la poussée sur le handstand push-up, toutes des choses qui sont reliées à la gymnastique. On a la deuxième sphère qui va être l'haltérophilie, tu l'as nommé. On utilise beaucoup deadlift, squat, clean and jerk, snatch, press, jerk. De façon générale, c'est tous des mouvements qui sont utilisés et dans l'entraînement, dans la technique au début, dans le renforcement, et occasionnellement dans le WOD aussi, dans le Workout of the Day. La dernière composante, c'est l'aspect plus cardio. Là. Fait qu'on va avoir les machines, le vélo, le rameur. On va avoir le ski erg, notamment aussi. Puis on va avoir tout ce qui est associé au poids du corps. Là, fait que les burpees, tout ce qui est box jump, les sauts à la boîte, les step-up, fait que monter sur une boîte avec des poids, tout ce qui est considéré un peu plus comme cardiovasculaire comme entraînement. Là. Fait que c'est les 3 sphères. Puis ça a plein d'avantages d'avoir ces 3 sphères-là. Ça fait que tu touches à tout. Tu peux vraiment te développer dans tout plein de mouvements. Tu es vraiment prêt à peu près toutes les situations. Là, c'est pas parfait, là, mais tu as une bonne simulation de tout ce que tu pourrais pas mal faire dans un gym. L'inconvénient, c'est que ça fait beaucoup de mouvements à apprendre.
C'est un deuxième problème un peu dans le CrossFit, là. Tu sais, c'est un problème un peu dans n'importe quel sport qui a un certain niveau de difficulté, là. Le CrossFit, c'est pas le seul qui est touché par ça, là. Mais c'est le problème pour un sport qui devrait être accessible pour tout le monde. C'est qu'il y a beaucoup de mouvements, pour certains complexes. Tu l'as nommé le snatch, très complet, très complexe. Tu pars du sol, tu finis au-dessus de ta tête. Il y a beaucoup de places où tu peux tricher, il y a beaucoup de places où tu peux mal faire le mouvement, beaucoup de places où tu peux mal apprendre le mouvement, puis après ça, c'est difficile de changer. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui sont à considérer, là. Si tu prends ton ring muscle up, par exemple, qui est un mouvement vraiment complexe au niveau des anneaux, ben c'est pas tout le monde qui, de un, va pouvoir le faire. C'est pas tout le monde qui devrait le faire non plus, là. Il y a c'est des choses à considérer. Puis si tu as un bon coach, ça sera pas de problème. Il va te trouver des alternatives. Si ça fait 2 fois que tu es là, puis que ça fait 40 ans que tu n'as pas bougé, normalement, soit il va te faire des snatchs avec la barre vide ou avec un bâton, ou il va te faire un autre mouvement qui est plus simple, qui va travailler de façon similaire, qui va te donner un stimulus similaire, mais qui va être plus sécuritaire, qui va être plus facile, puis qui va être plus pertinent pour aller chercher une intensité, là. Fait que, encore une fois, ça revient à notre premier problème. Si tu as un bon coach, tu as un bon encadrement, oublie tout ce que je viens de dire. Mais si tu n'as pas l'encadrement nécessaire ou si tu vas trop vite, ben c'est là que le risque de blessure apparaît. C'est là que ça arrive, les bad luck, là. Je veux vraiment qu'on continue là-dessus là, par rapport à la prévention peut-être de blessures, ou comment bien, eux qui sont non initiés, comment bien faire son entrée dans le sport puis tout. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu nous précises ton rôle en tant que physiothérapeute, là. Dans le fond, au niveau de la prévention ou de la réhabilitation, puis tout qu'est-ce qui entoure ça. Tu sais, toi, là, en tant que physiothérapeute, puis en plus, tu travailles dans un gym de CrossFit à part de ça. Comment tu décrirais ton rôle, là? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ben, c'est sûr que un physiothérapeute, honnêtement, avec l'apprentissage que j'ai eu, avec les expériences que j'ai eues, il y a une très, très, très grande partie de mon travail, c'est la prévention puis de l'éducation. Quand les gens, ils savent quoi faire pour ne pas se blesser, puis à quoi ça ressemble une blessure qui progresse ou qui s'en vient, mettons, là, tu vois une différence énorme. Okay? Quand il n'y a pas de problème à régler parce que tu ne l'as pas laissé devenir un problème, ça simplifie la vie à tout le monde. Okay? Une très grande partie du rôle du physio, c'est d'éduquer le patient avant qu'il devienne un patient ou une fois qu'il est patient, comment éviter les prochaines blessures. Une fois que la blessure est arrivée, regarde, c'est triste, on a fait de la prévention, mais ça arrive quand même. Dans n'importe quel sport, ça arrive. Ben, le rôle du physio, ça va être de permettre au patient de reprendre graduellement le sport si c'est un sportif ou de reprendre graduellement les objectifs personnels. Si mon but, c'est de marcher à tous les jours puis que là, je ne peux plus marcher à cause que j'ai mal au tendon d'Achille, ben, on va travailler pour ça. Ce que je vais faire en tant que physio pour ça, je vais avoir une pratique qui est très axée sur 2 choses. Puis ça varie beaucoup entre chaque physio, la proportion de chacune de ces sphères-là, là. Mais moi, personnellement, je vais mettre une bonne emphase quand même sur le traitement manuel. Traitement manuel qui a, quand on l'isole, a des évidences limitées, mais qui, quand est pris en multifactoriel, fait que quand on l'utilise avec autre chose, semble être plutôt efficace. Traitement manuel, ça peut être du relâchement musculaire, ça peut être de la mobilisation articulaire. Pas de la manipulation, là, c'est pas tout à fait la même chose, de la mobilisation articulaire. Puis, avec ça, je vais souvent donner des exercices. De l'activation musculaire, des étirements occasionnellement, un peu moins souvent que peut-être les autres physios dans ma pratique personnelle, mais quand même des étirements, puis tout ce qui va être question de contrôle. Toutes les petites chaînes musculaires qui stabilisent ton épaule, par exemple, ben, mon but, ça va être qu'ils travaillent adéquatement pour éviter que la blessure persiste puis qu'elle revienne dans le futur. Le physio apporte une grande partie de l'éducation au patient pour qu'il sache quoi faire pour éviter de se blesser puis quoi faire quand il est blessé. On fait du traitement manuel pour aider à progresser la condition pour que le patient se sente mieux, pour diminuer la douleur, idéalement pour aller aider aussi au niveau de la force puis du range of motion. Puis finalement, on va donner des exercices pour que le patient puisse se prendre en charge puis qu'il puisse progresser plus rapidement pour retourner vers son état initial. C'est vraiment la base de ce qu'un physiothérapeute va faire. Puis là, je parle dans le domaine privé, parce qu'au public, c'est pas tout à fait pareil, mais au privé, ça va tourner autour de ça. De façon générale, au CrossFit, c'est similaire. J'utilise ma pratique de la même façon que je l'utilisais quand je pratiquais en clinique privée, mais je vais avoir des adaptations.
par rapport au sport. Fait que, tu sais, comme n'importe quel professionnel, ça va varier selon la clientèle. Moi, je sais que c'est des gens qui sont souvent pas mal intenses. C'est des gens qui connaissent pas toujours leurs limites puis qui, au contraire, essaient souvent de la dépasser. Puis c'est des gens que je sais qui vont être investis la plupart du temps dans leurs exercices. Fait que je me permets d'aller chercher des exercices qui sont souvent plus complexes, des exercices, des bonnes routines d'entraînement. Mon éducation personnelle dans le gym est très axée sur reconnaître les symptômes qui me disent qu'il faut que j'arrête ou qui me permettent de pousser un peu plus. Ou que, là, il faudrait que je me pose des questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Mon but, c'est vraiment que tout le monde soit très éclairé de ce côté-là, particulièrement dans un domaine où est-ce qu'il y a quand même des blessures. Là. Le CrossFit, il y a quand même des risques. Là. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'éducation de ce côté-là. J'apporte un petit bémol, puis là, je ne veux pas trop dévier du sujet, là, mais souvent, on va dire que, puis même chez les physios, quand on a un patient qui fait du CrossFit, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de dire « Ah, ben arrête le CrossFit, c'est ben trop intense. Tu vas te blesser, c'est sûr, quand tu fais ça. C'est ben trop violent comme sport. » La seule affaire qui m'achale de ce côté-là, c'est tu vas-tu dire à un gars de deck hockey d'arrêter de jouer au deck hockey parce qu'il a mal au bras quand il swing son bâton? Si c'est le sport qu'il aime faire, si c'est l'activité qu'il aime faire, pourquoi tu lui dirais pas d'arrêter à lui? Fait que c'est mon but un peu en tant que physio, c'est de pouvoir adapter, de pouvoir éduquer le patient par rapport à comment il peut modifier les mouvements, comment limiter les risques de blessure, puis comment il peut vivre un peu avec ce qu'il vient me voir là, dans le bureau. Je sais pas si c'est clair un peu de la façon que je l'ai expliqué. Là. Puis je pense que c'est bon, là, qu'est-ce que tu viens de dire. Là, la dernière fois que tu as dit, c'est vraiment important dans le sens que le CrossFit, il y a vraiment une mauvaise réputation, surtout en ligne, surtout dans la sphère de l'entraînement en général, là, de que c'est dangereux comme tu dis, puis tu vas te faire mal, puis tout. Mais quand on regarde la grande image, là, le hockey, c'est un sport hyper dangereux pour te blesser. Là. En tout cas, moi, dans ma tête, là, comment je l'imagine, là, Définitivement. t'es sur des patins, oui, t'as un équipement de protection, mais comme ça va vite, là, ça va plus vite qu'au soccer, là, t'es vite sur des patins, là. Puis il y a des contacts, même si c'est sans contact, il peut y avoir des contacts accidentels, il y a plein de mouvements que tu peux faire, des traumatismes qui peuvent se passer, que tu peux te faire mal. Mais, comme tu dis, un physio va jamais dire, ben, à moins qu'il y ait vraiment une blessure incroyable puis que ta carrière est en jeu, là, on va jamais dire, tu devrais juste arrêter le hockey parce que c'est trop dangereux, tu sais. Fait que je suis vraiment d'accord avec toi au niveau de, tu diras pas à quelqu'un, fais plus de CrossFit parce que c'est trop dangereux, tu sais, je pense que, puis comme tu dis, il y a des façons de l'adapter, ton entraînement, puis de t'initier d'une façon adéquate, puis de progresser de façon adéquate pour éviter des choses comme ça, tu sais. C'est sûr que un entraînement CrossFit versus un entraînement dans un gym, fait que, tu sais, sur des machines ou des mouvements qui sont assez simples, puis assez super contrôlés, il y a un peu plus de risque au CrossFit parce que, juste, tu sais, des mouvements d'haltérophilie, puis des mouvements de saut, puis d'impact, j'imagine le risque est un peu plus élevé à ce niveau-là, mais tu sais, il n'y a rien que tu n'es pas capable de t'adapter puis de finir par le faire de façon tout à fait sécuritaire, j'ai l'impression. Là. Corrige-moi s'il y a quelque chose qui n'était pas correct là-dedans. Là. Non, t'as vraiment raison. Puis t'as nommé un des principes qu'on utilise beaucoup en physio, puis que les gens, de façon générale, devraient utiliser. Pas juste au niveau de l'activité physique, pour vrai, ça s'applique à tout plein de sphères dans la vie quotidienne. Là. C'est le principe d'adaptation puis d'habituation. Okay? Si tu prépares ton corps de façon adéquate à faire quelque chose, même principe que tu pourrais adapter ton intellect là, ou ton psyché, là, si tu te prépares à faire face à une épreuve qui est stressante. Si tu adaptes ton corps, tes tendons, tes muscles, tes articulations, graduellement à faire ce qu'elles ont besoin de faire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient surpris du nombre de choses qu'ils peuvent développer, du nombre de choses qu'ils peuvent faire qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Ça peut paraître stupide, là. Moi, j'avais comme pas réalisé ça, parce que j'ai longtemps été dans le domaine du sport, là, mais vous demanderez à vos parents c'est quand la dernière fois qu'ils ont sauté. Sauter, là. Tu n'as pas besoin de sauter sur une boîte, là, mais sauter. Okay? Demande à quelqu'un au-dessus de 45-50 ans c'est quand la dernière fois qu'il a sauté. La plupart des gens, ils vont le dire ça fait un méchant bout. T'sais, on s'entend quotidiennement, tu n'as pas nécessairement besoin de sauter, mais c'est vraiment un atout qui est quand même utile à avoir, là, de pouvoir sauter et de ratterrir sans se faire mal. Et oui, effectivement, tu peux faire de la muscu, tu peux faire du cardio, c'est super pertinent. Mais est-ce que ça serait pas pertinent d'aller chercher un petit peu plus des fois dans des choses qui pourraient être utiles ou pas utiles dans le quotidien? Ben ça, je
pense que c'est une question qu'on pourrait se poser. T'sais. Puis ça revient un petit peu, tu l'as très bien mentionné dans la façon que tu l'as nommé, Mathieu. Là. Ça revient vraiment à l'enjeu que j'ai expliqué au début dans la partie CrossFit entraînement ou CrossFit sport. Tu sais, c'est sûr que si tu compares un pour un l'entraînement au CrossFit par rapport à l'entraînement en salle musculaire, ton risque de blessure est plus élevé au CrossFit. Là. Mais si tu le regardes plus comme un entraînement qui va mener vers un sport ou un sport, ben là, tu vas réaliser qu'effectivement, tu sais, au hockey, il y a des risques. Il y a des gens qui font des bonnes ruptures de LCA, des ménisques. Mais tu sais, ça fait partie de la game. C'est ça. Puis les gens, ils jouent au hockey parce qu'ils aiment ça. Ben, les gens, ils font du CrossFit parce qu'ils aiment ça. Puis ils sont prêts à vivre avec le risque qui est un petit peu plus élevé que dans un entraînement de gym conventionnel pour pouvoir faire du CrossFit. J'aurais pas pu mieux le ramener que ce que tu as fait là, en comparant l'entraînement conventionnel, le hockey puis le CrossFit. Là. C'est vraiment une très bonne façon de le présenter. Là. Savez-vous quoi, les gars? Qu'est-ce que ça prend pour être capable de faire des adaptations? Mindset. Hey, Hein? this guy, he knows how to plug it in, man. Non, mais c'est pour ça qu'on a appelé ça de même, le mindset de croissance, Ah les ouais, adaptations. ok, c'est bon. Oh oui, non, c'est ça, c'est le growth mindset, là, le mindset de croissance. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, si tu m'avais dit quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé à m'entraîner, qu'un jour j'allais faire un deadlift de 550 livres, je t'aurais dit, ben non, il n'y a aucune chance c'est impossible que je me vois même faire ça. Mais à force de t'entraîner, puis à commencer à faire des deadlifts juste avec une plate, puis faire ça tout croche, puis probablement que comment je faisais mes deadlifts dans le temps avec une plate, j'avais plus de chances de me blesser là que comment je fais mes deadlifts maintenant que j'utilise 400 livres et plus pour faire mes séries, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, Mm-hmm. tu développes ta technique, puis comme tu dis, t'as développé des adaptations qui font en sorte que ton corps est capable de tolérer, puis de lever des charges vraiment plus pesantes qu'une personne normale ferait. Là. C'est juste parce que ton corps il est prêt à ça. Tu as développé la masse musculaire dans les bonnes régions, dans ta chaîne postérieure. Fait que là, tu es en mesure de lever des charges qui sont vraiment impressionnantes si tu montres ça à quelqu'un qui... Mm-hmm. Ben, puis, tu l'as quand même bien mentionné là, en parlant justement de mindset de croissance. C'est vraiment une question de gestion de stress. Ça, là, on parle plus de physio que de CrossFit. Là. Les gens devraient apprendre. Niveau physique, si tu es capable de reconnaître les signes puis d'apprendre par toi-même un peu, c'est quoi une adaptation qui est trop rapide ou une adaptation qui est correcte, il y a tout plein de choses qui deviennent beaucoup plus faciles là, dans le quotidien. Le nombre de patients qui viennent me voir dans la saison au début du baseball, dans la saison au début du tennis, parce qu'ils sont partis trop vite, parce qu'ils ont commencé leur sport, ça fait 3 mois qu'ils font rien ou qui font peu d'activité physique, puis ils se mettent à lancer ou ils se mettent à frapper au tennis. Puis là, les épicondylites ils commencent à apparaître. Si la population générale, puis les athlètes, sont capables de reconnaître que, regarde, je sais qu'il faut que je commence graduellement. Je sais que je vais me faire mal si je vais trop vite. Je sais c'est quoi les signes de si j'ai parti trop vite, puis c'est quoi il faut que je fasse si jamais je suis parti trop vite. Déjà là tu règles tellement de problèmes. Puis tu sais, là, je mentionne des sports. Mais ça peut être aussi stupide que retraité de 65 ans, ça fait 40 ans que la personne travaille assis. Puis là, elle veut se mettre à voyager. Elle veut se mettre à marcher plus. Elle veut se mettre à faire du hiking. Puis là, elle se book tout plein de voyages aux 2 semaines ou 3 semaines. Ce qui est, c'est parfait, va profiter. Mais c'est des gens qui sont pas habitués à avoir cette surcharge-là. C'est des gens qui ont des genoux qui ont déjà de l'arthrose parce qu'ils n'ont pas utilisé correctement pendant plusieurs années, ils n'ont pas gardé actif. C'est des gens qui n'ont pas la musculature nécessaire pour faire ces activités-là. C'est des gens qui se sont pas pris en charge tôt, fait qu'ils ont plus de travail à faire plus tard. Ça, c'est une des raisons pourquoi en partant, c'est bon d'être actif et de prendre des bonnes habitudes jeunes. Mais c'est une autre des raisons pourquoi c'est bon de reconnaître les signes et symptômes de là, c'est trop, là, c'est correct, là, c'est pas assez. Tu sais, la personne qui n'a pas bougé pendant 40 ans, pas idéal qu'elle n'ait pas bougé pendant 40 ans. Mais si elle veut se remettre à l'activité physique, c'est parfait. C'est juste qu'il faut qu'elle y aille selon ses capacités, selon les adaptations que son corps a eues, puis selon ce qu'elle risque d'être capable de faire dans les premiers, au début. La chose logique à faire, ça serait de faire des marches plus courtes, des hiking avec moins de dénivelé, à moins grande fréquence, moins longtemps. C'est toutes des choses qu'on peut modifier, puis qui s'appliquent vraiment à tout dans le quotidien. Prends quelqu'un qui a travaillé assis toute sa vie. Ça fait 30 ans qu'il travaille assis. Puis là, à cette heure, il donne des bureaux qui se montent, puis tu peux travailler debout.
c'est parfait, c'est super bon parce que la position assise prolongée, c'est pas idéal. Mais si la personne elle passe de je suis assis 8 heures par jour à je suis debout 9 heures par jour, 8 heures par jour, ben, il risque d'avoir d'autres problèmes qui vont apparaître, même si la position debout, overall, ça serait la position à favoriser quand on travaille. T'sais? Puis là, il y a des bémols dans tout ce que je viens de dire. Là. Prenez ça avec un bon grain de sel. Là. Mais ça reste qu'au final, le principe d'adaptation puis d'habituation, c'est vraiment la base dans tout ce qu'on fait quand on veut se développer, quand on veut performer, ou même quand on veut juste faire nos activités quotidiennes. C'est vraiment des choses à considérer. Là. Écoute, c'est preach fois 1000, genre, de juste tout ce que tu viens de dire. Puis on en avait déjà un peu parlé dans un autre podcast aussi, là, juste quand tu te remets à l'entraînement ou quand ça fait super longtemps que tu t'as pas bougé, puis là tu te mets à faire quelque chose, c'est vraiment ça. Puis tu sais, quand on dit mindset croissance, c'est niaiseux, mais c'est aussi, tu sais, parce que souvent on met à l'opposé le mindset de croissance versus le mindset fixe. Puis tu sais, des fois, mettons, avoir un mindset de croissance, c'est aussi être capable de reconnaître c'est quoi mon niveau en ce moment, genre, c'est par rapport à cette activité-là. Tu sais, je suis quelqu'un qui fait ça souvent, je suis un niveau intermédiaire, un niveau avancé, ou si je suis complètement débutant, puis il faut que j'aille, tu sais, je sois assez humble pour me dire, hey, c'est quoi, moi, ça fait des années, tu sais, quand j'étais jeune, là, je courais, je faisais des sports, je faisais des affaires, ça fait des années que j'ai rien fait. C'est dur pour l'ego de dire, ah, ben, je peux pas aller juste me mettre à courir demain matin parce que je serai pas capable, mes genoux, ils seront pas capables, tu sais, il faut que je commence à marcher, peut-être courir un peu, marcher, courir un peu, ou si je vais dans un gym de CrossFit, je vais commencer avec les exercices les plus simples, je commencerai pas tout de suite sur les exercices compliqués. Tu sais, genre, il y a un côté d'ego de dire, là, en ce moment, je suis à ce niveau-là, puis c'est correct, je vais commencer là tranquillement, puis je vais m'adapter selon qu'est-ce que mon corps il est capable de s'adapter, selon la charge que je suis capable de faire. Puis progressivement, là, tu as ton mindset de je veux m'améliorer, mais faut que tu te prennes compte de je suis où en ce moment. Parce que si tu te dis, ah ben, moi, je devrais être capable de faire ça, puis là, tu le fais, puis t'es pas capable, ben, puis là, tu te dis, ah ben, là, je suis juste plus capable d'abord. Je suis plus capable de faire du sport, je suis plus capable de m'entraîner, je suis plus capable de bouger parce que je suis rendu trop vieux. Mm-hmm. Tu sais, moi, ça, je suis plus capable de l'entendre, là, de, Parle-moi, tu vas hey, voir quand tu vas être vieux, ou genre, parle-moi-en pas, tu sais, mon homme, je vois des gens je suis rendu quotidiennement de ce vieille, côté-là. non, 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 ça, j'ai de la misère à l'entendre, parce que je suis comme, c'est sûr que c'est pas, oui, c'est sûr que tu vieillis, puis c'est un impact, mais en même temps, c'est juste, t'es pas habitué de faire ça. Si tu le faisais plus souvent, tu sais, puis tu le faisais régulièrement, puis t'arrêtais pas, ce serait pas pareil, tu sais. Mm-hmm. Ben, En tout cas. puis, dans la même lignée de problématiques, là, tu sais, les premiers pas à faire quand tu commences à t'entraîner, c'est de se diriger vers le gym. Mais souvent, quand t'as pas l'habitude d'aller au gym, t'as pas l'énergie d'y aller. Là. Tu finis ta journée, t'es fatigué, tu reviens du travail. C'est pas dans tes habitudes, puis t'as pas l'énergie en plus d'y aller. Mais ça, cette énergie-là, elle se développe à force de Mhm. s'entraîner. T'as pas le choix de prendre les premiers steps de ce côté-là. Puis je pense que c'est ça qui rend difficile. C'est une des raisons qui pourrait expliquer, selon moi, le auto-inactivité, puis la drive que les gens y ont par rapport à ça. Là. Mhm. Puis ça, c'est, excuse, je voulais pas te couper, là, mais c'est vraiment le rôle, je pense, le plus sous-utilisé du physio au Québec. Ça, là, ils nous le drillaient dans nos cours, là. J'haïssais ça, entendre ça. Là. Ça m'intéressait tellement pas, mais pour le voir en pratique, là, la promotion de la santé pour le physiothérapeute, ça fait partie des choses les plus importantes qu'on peut faire. C'est, c'est vraiment crucial parce que les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils savent pas cette information-là. La plupart du temps, oui, ils savent, mais ils n'ont pas goûté, ils n'ont pas touché, puis ils peuvent pas savoir c'est quoi que ça veut dire. Ils n'ont pas de quoi de concret qui se traduit dans leur tête. C'est pour ça qu'on a cette barrière-là. C'est vraiment, je pense que c'est un enjeu qui est déjà majeur puis qui risque de devenir encore plus majeur, là, particulièrement avec le auto-d'inactivité chez les jeunes qui ne cesse de croître. Là. C'est vraiment une problématique qui se développe. Cette information-là, puis bien faire comprendre aux gens que les premiers pas, c'est pas nécessairement les plus difficiles, là, c'est pas nécessairement la façon de le décrire, mais les premiers pas, c'est les plus importants pour commencer cette journée-là, cette journey-là de progression. Tous les gens dans le système de la santé, en fait, ça devrait être leur rôle d'essayer de promouvoir cet effet-là. Et je pense que c'est souvent un petit peu délaissé, plus que ça le devrait être. En tout cas, ça s'applique à tellement de problèmes dans le système de la santé que ça pourrait vraiment aider de façon générale la santé des gens, puis un peu les différentes professions qui sont affectées par ça. Là.
Ben, je sais pas si tu avais de quoi rajouter, Mathieu, là, mais je vais me permettre J'ai de. plein d'affaires à ajouter, Ouais, moi mais aussi. vas-y, Ben, William. à chaque fois que Bert il parle, je suis tellement excité puis heureux. Je pense que Bert, on va pouvoir te donner ta chronique au podcast. Tu es notre premier Hey, chroniqueur. ça va me faire. Hey, j'ai tellement d'affaires écrites sur ma liste, Ben t'as oui. pas idée. Là, genre, je check le temps, je regarde le temps que ça fait qu'on Non, on va tourne. faire Là. un autre épisode J'ai avec pas, toi. Ah ouais, j'ai c'est pas sûr. touché pas tout à ce que je voulais parler. Non, Là. je sais. Vous Ben, m'avez craqué ben raide, là, puis là, je suis parti. Là. non, exactement. Mais je vais te craquer encore plus avec ce que je vais rajouter. Ah là 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 là. J'ai deux affaires. Premièrement, on a parlé de faire les premiers pas en termes d'activité physique. Puis, ça fait un bout, j'ai lu ça, mais David Goggins a écrit plusieurs livres, je pense, au moment où on enregistre ça. Mhm. Mais je pense que son premier livre, en tout cas, que c'est lui qui. T'as une photo de lui quand il était obèse et il pesait à peu près 300 livres. Puis t'as une photo de Mhm. lui à côté qui est rendu dans les. Il n'est pas dans les Marines, ça, c'est quoi le. Les Navy Les Seals. Navy Seals. Seal? Ouais, les Ouais. Seals, ouais. Qui étaient rendus Seals, qui est probablement les soldats les mieux entraînés aux États-Unis. Là. C'est l'entraînement le plus rigoureux. Puis vraiment, il présente un peu sa situation de vie dans ce livre-là. Il parle que son père euh, il l'abusait, lui puis son frère, me semble, puis sa mère, elle ne pouvait pas sortir de cette situation. En fait, ils sont sortis de cette situation-là éventuellement, mais il n'a pas vécu une belle enfance, il ne dormait pas, pas des problèmes de croissance, mais il s'alimentait pas bien, il était pas bon à l'école, il était bon dans rien. Il n'y a rien qui marchait finalement. Puis aussi qu'il est noir aux États-Unis dans ces années-là, c'était comme pas nécessairement facile dans un coin où il y avait beaucoup de blancs. Fait qu'il a vécu du racisme aussi. Puis là, il se ramasse un point dans sa vie. Il décrit son adolescence, début de l'âge adulte. Puis là, il est rendu à 300 livres. Il a comme pas d'avenir. Il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Puis il y a un moment où il y a comme un switch. Puis là, qui se dit, OK, là, il faut vraiment que je me mette en forme. Puis là, il y a comme objectif de rentrer dans l'armée pour aller dans les Navy Seals. Puis vraiment, il n'y a pas grand monde qui ont ce switch-là dans leur tête, mais lui, il est vraiment passé de je pèse 300 livres, mais comme dans un an, je vais être des Navy Seals. Qui a comme aucun sens, c'est ben trop vite. Là, on vient d'en parler. Il y a souvent les gens, ils veulent aller trop vite. Mais lui, c'est ça, il a fait le changement. Puis il décrit ses premières courses, là, puis c'est vraiment, je sais pas si c'est lui-même qui écrit ça, mais tu sens comme l'émotion, puis la charge, puis la difficulté de faire ces premières courses-là au début. Puis il dit, tu sais, j'étais misérable. C'est vraiment, là, c'est pesant juste lui qui va courir dans le froid, dans la pluie. Il se donnait vraiment aucune excuse, puis il allait tout le temps faire ses entraînements. Mais au début, c'était extrêmement difficile. Puis là, si tu parles à lui aujourd'hui, il fait encore comme 8 heures par jour d'activité physique, ça n'a aucun sens. Là. C'est pas Mhm. soutenable pour la majorité de la population, mais lui, il a développé ces habitudes-là. Puis pour lui, aujourd'hui, je pense que ce serait une plus grosse punition de ne pas faire d'activité physique du tout. Là, mais au départ, juste d'aller courir 1 000, je pense que c'est ça, il décrit sa première course, il dit, puis il court, puis au bout d'un quart de mille, à peu près 400 mètres, là, il est plus capable de courir pantoute, il a mal partout, il a l'impression que son cœur va exploser. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que l'idéal, c'est de ne pas se rendre à ce point-là, là, d'être désentraîné au point qu'on n'est même pas capable de courir un quart de mille. Mais si on se rend dans cette situation-là, il y a quand même moyen de s'initier à l'activité physique par la marche, par l'activité. Allez voir Bird dans son gym, il va vous conseiller. Mais c'est ça. Puis, je sais pas si tu voulais répondre à. Hey, je peux te glisser deux mots rapides pour laisser Mathieu aussi parler. Là. Je sais Oui, qu'il y a tout plein d'affaires à mentionner. Mais il y a deux choses que j'aimerais aborder dans ce que tu as dit, puis qui était très bien expliqué, très bien apporté. Là. Première chose, c'est quand tu es dans un cycle où ce que tu sens victime de toi-même, où ce que tu sens limité par ton corps, c'est tellement facile de continuer à être dans ce cycle-là. C'est tellement facile de perpétuer ce cycle-là que je pense que ça explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont pris dans ce cycle-là. Puis, comme tu as dit, il n'y en a pas beaucoup, là. Pas beaucoup de gens qui sont capables de switcher la Switch comme il a fait. Là. mm, Mais c'est fou comment, une fois que tu es rentré dans ce cycle-là, comment c'est difficile de s'en sortir. Puis, ce qui est important à garder en tête, là, peu importe ce que tu décides de faire par rapport à ça, c'est qu'il n'est jamais trop tard mm. pour faire un changement. Peu importe ton âge, peu importe ton poids, peu importe l'état de tes articulations, il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux aller chercher qui va te donner plus, qui va changer ta perception de toi-même, qui va changer la perception des gens autour de toi, qui va changer ta perception de ton environnement, qui va améliorer ta qualité de vie. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Même si c'est des petits pas, ben regarde, c'est des petits pas. C'est des petits pas que Mais tu n'aurais pas fait normalement. tu sais quoi, Bert, pour renchérir sur ce que tu viens juste de dire, puis qu'est-ce que tu dis depuis tantôt,
tu sais, on parle de petits pas, là. Le seuil comme d'entrée de la quantité d'exercices que tu dois faire ou que tu devrais faire pour avoir des bénéfices est tellement petite, là. Je pense que la plupart des gens seraient surpris, là. Genre, à quel point t'as pas besoin d'en faire beaucoup pour avoir une grande majorité de tous tes bénéfices que tu pourrais avoir, là. Tu sais, nous autres, là, on est trois gars, là, qui, tu sais, qu'on capote ces sports, on capote sur l'entraînement, là. Tu sais, nous autres, on veut pousser la limite, puis écoute, on s'entraîne quasiment tous les jours, puis on a tout le temps de quoi, puis moi, tu sais, j'aime ça, puis c'est une de mes passions, de mes hobbies, appelle ça comme tu veux, puis genre, mais la réalité, c'est que c'est pas nécessaire, là. Tout ça, c'est bien le fun si t'aimes ça puis c'est ta passion, mais c'est pas nécessaire. Tout ça. Tu sais, on en a parlé dans un podcast précédent qu'on parlait de l'exercice de résistance, là. Fait que c'est tout ce qui est, tu sais, musculation, renforcement, là. Tu sais, c'est 30 à 60 minutes par semaine, genre, pour avoir comme quasiment tous les bénéfices. Tu sais, puis tu fais ça une ou deux fois semaine, 30 minutes, 60 minutes, puis genre, tu sais, c'est presque rien, là, mais c'est vraiment faire les premiers pas, puis tu sais, c'est sûr, c'est intimidant, là, comme tu dis, là, quand tu parlais de quand t'es comme un peu prisonnier de ton corps, de t'as mal, puis tu sais pas comme où commencer, mais il y a tellement de ressources aujourd'hui qui existent, puis tu sais, si on, tu sais, c'est pas tout le monde qui a accès à tout, là, puis, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont passé leur vie à travailler, puis tu sais, à mettre de côté leur santé, puis l'entraînement et tout ça, puis là, ils arrivent à un point dans leur vie qu'il y aurait, tu sais, ils ont de l'argent, justement, qu'ils pourraient investir là-dedans, tu sais, je pense que c'est comme, il y a comme, qu'est-ce que tu peux investir de mieux que t'inscrire dans un gym ou un sport ou tu sais, quelque chose qui t'attire, un environnement que tu te sens confortable dedans, tu sais, puis d'avoir des professionnels ou tu sais que ça soit des coachs, tu sais quelqu'un avec qui tu peux former un vrai lien puis qui va vraiment t'aider puis guider à faire ça de la bonne façon. Tu sais comme le seuil d'entrée puis tu sais tout ça maintenant avec l'internet, c'est encore plus facile, des fois tu pourrais dire que c'est même pas nécessaire là, mais comme faut juste encourager les gens je pense à faire quelque chose puis à faire les premiers pas comme tu dis parce que des fois tu fais des premiers pas puis même si tu développes pas une passion pour ça, tu continues à maintenir ton petit effort que tu fais un petit peu chaque semaine, puis c'est largement suffisant là, pour tu sais, avoir tous les besoins que tu as besoin au niveau de ta santé générale ou même, comme tu dis, au niveau fonctionnel dans la vie de tous les jours, faire des activités, faire des voyages, puis être capable de toffer, tu sais. Puis de pas avoir mal tout le temps partout, puis d'haïr la vie parce que, tu sais, c'est plus le fun finalement, là, tu sais. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis idéalement, on ne se rend pas à ce point de regret-là où on aurait pu en faire plus avant. Mais on vit toutes nos vies un petit peu différemment. Il y a des gens qui ont des priorités à différentes places. Puis je pense, comme tu as dit, c'est juste d'en parler. Puis de faire comprendre aux gens que, comme tu dis, tu n'as pas besoin d'être super intense. Le CrossFit, moi, j'adore ça. J'adore l'aspect full social. Tu sais, tu rentres dans ton cours, tu as 10 personnes que tu connais, tu les vois à toute la même heure, tout le temps, tu t'entraînes avec eux. Mais tu sais, c'est exactement comme tu dis, là, petite marche ici et là, petit renforcement avec résistance, petit hiking ici et là, juste d'être moins sédentaire dans ta journée. Puis ça, la sédentarité, c'est un autre gros problème. Là. Il y a un petit bémol entre inactivité et sédentarité. Là, le manque d'activité physique, c'est une chose, mais si tu es assis trop longtemps dans ta journée, même si tu es actif physiquement, Mm. il y a quand même des effets qui sont négatifs. Là. Mhm. Juste d'être moins sédentaire dans ta journée, ça peut faire une grande différence. Changer de position plus souvent, mettre des alarmes aux 2 heures pour aller faire une petite marche, quelques squats, juste pour t'activer. C'est toutes des petites habitudes qu'on peut prendre et qui font vraiment une grande différence. Là. Vas-y pour ton autre point, William, là, que tu l'as Oui, apporté. ben oui, hey, les gars, mettez ça sur un plateau d'argent. Pas tant impressionnant que ça. Mais je sais pas si vous avez vu les vidéos là, de. Ça passait beaucoup sur YouTube là, dans le monde du fitness. Puis c'était le programme aux États-Unis dans les années 60 que John F. Kennedy avait mis en place pour l'activité physique pour Ouais. les jeunes dans les écoles. Puis écoute, là, c'était pas des cours de gym comme on avait. Là, moi, dans mon cours de gym au primaire pour au secondaire, je me rappelle tout le temps. T'avais tout le temps la gang de petits gars, de petites filles qui étaient plus actifs. Puis là, on jouait au ballon chasseur, puis ça courait partout. Puis c'était notre meilleur cours de la journée. Puis t'avais tout le temps deux, trois personnes qui étaient sur le banc, qui n'avaient pas amené leur linge parce qu'ils voulaient pas faire de sport. Genre Mathieu, aussi, Non. qui voulait rien savoir de personne, puis qui était Moi, comme je voulais jouer, mais j'étais juste pas bon. Ah, ok. Pas la même affaire. Ouais, c'est vrai aussi que ceux qui étaient moins bons, c'était moins intéressant pour eux le cours de gym. L'inclusion était peut-être un petit peu plus difficile. Mais en tout cas,
ça avait rien à voir avec le programme de Kennedy où vraiment, là, tu vois des jeunes que ça roule. Là. C'est quasiment un programme d'entraînement qui est militaire. Tu les vois faire du calisthenics, de la gymnastique. Puis vraiment, là, c'est rigoureux. Puis on est encore dans une époque que, selon moi, les jeunes mangeaient peut-être pas assez. Fait que tout le monde est extrêmement maigre. Là, il y aurait peut-être eu un bénéfice d'avoir un programme d'alimentation aussi à l'école, là, pour que les jeunes, avant de faire ce cours de gym-là, ils mangent comme du monde puis suffisamment. Mais un cours de gym extrêmement actif. Puis je pense que c'est de quoi qu'il faudrait essayer d'avoir au Québec. Pas nécessairement autant intense que ça, parce que là, vraiment, c'était comme tout le monde fait ses push-ups en même temps, puis il y avait de quoi d'extrêmement militaire, mais juste que tout le monde soit capable d'être initié à l'entraînement à résistance, parce qu'on est initié dans les sports avec notre cours de gym, mais on n'est pas initié nécessairement au CrossFit, à l'entraînement à résistance, à l'haltérophilie, à plein de sports qui sont extrêmement bénéfiques pour notre santé en général. Là, on a plus tendance à y aller vers le basket, le volleyball, le badminton, puis genre la course. Là, fait que, on ne développe pas nécessairement. Et là, on rouvre un autre sujet de conversation Ouais, c'est incroyable. ça, Là. je m'en allais partir Mais là-dessus. Là. pour vrai, Hey! pour vrai, moi, surtout en ce moment, là, la technologie puis la sédentarité, c'est rendu. Tu sais, avant, là, les enfants, ils allaient à l'école puis ils sortaient dehors, tu sais, dans le temps de nos parents, là, puis ils allaient jouer au parc puis c'était ça leur activité. Aujourd'hui, tout le monde, tu sais, les jeux vidéo, c'est bien le fun, là, puis j'en ai joué des jeux vidéo, mais honnêtement, tu sais, t'es sédentaire, là. Fait que moi, je pense que avoir 1 heure à tous les jours à l'école que les enfants font du sport, je pense que ça devrait être comme dans le cursus obligatoire, tu sais. Mandataire, ouais. Puis tu sais, si toutes les gyms, toutes les écoles secondaires pouvaient avoir tu sais, des équipements un peu de gym, tu sais, des barbells, des bancs, tu sais, un peu pour apprendre des mouvements de base, tu sais, puis un entraînement de base que tu sais, tu pourrais avoir 1 fois par semaine ou 2, genre, qui serait intégré à justement plus de cours d'éducation physique. Fait que tu aurais initiation à de l'entraînement, initiation à des sports comme qu'on a aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique, là, mais écoute, ça c'est un monde Ouais, ça, parallèle tu peux incroyable, là, partir mais longtemps. Puis c'est ça l'affaire, c'est que. Puis là, je vais juste y toucher un peu, là. Je veux pas trop partir le sujet. Il y a souvent des études qui comparent les risques de problèmes cardiovasculaires. Si on va chercher les athlètes, par exemple, finlandais ou norvégiens, qui ont fait beaucoup de biathlon, puis ils se retrouvent à comparer ces gens-là à des gens inactifs. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que de façon générale, ces gens-là, les sportifs, avaient des meilleures capacités cardiovasculaires, puis étaient moins à risque de problèmes cardiovasculaires. Ce qu'ils ont omis, ou ce qu'ils omettent souvent de mentionner, c'est que quand tu compares ce groupe d'athlètes-là, sportifs de biathlon, qui ont des très grandes capacités cardiovasculaires, puis tu les compares avec un groupe qui faisait un mix d'entraînement cardiovasculaire, puis un mix d'entraînement en résistance, les personnes qui faisaient un mix des deux avaient une très, très, très grande augmentation au niveau de la qualité de vie. C'est des gens, les biathlètes, qui avaient des très grandes capacités cardiovasculaires, mais qui étaient très à risque de déconditionnement physique parce qu'ils ne faisaient pas beaucoup de renforcement musculaire sous résistance. Puis de façon générale, ce qui semble ressortir, c'est que les gens qui ont un mix des deux types d'entraînement, puis là, on dit entraînement, là, mais on s'entend, ça peut être sous forme de sport. Là. Quand on a une résistance musculaire, puis qu'on a une demande cardiovasculaire, c'est ce qui semble donner les meilleurs résultats pour avoir un maintien de qualité de vie dans le temps. Fait que c'est honnêtement très, très bien que vous en parliez de la résistance, là, de l'entraînement de résistance, parce que souvent, quand on devient plus âgé, les gens ils font des marches, ce qui est parfait, mais ils omettent souvent cette composante-là qui est très, très pertinente, là, le renforcement. Là, ça a de très bons effets sur le tonus musculaire. Ça peut avoir des effets même sur la densité osseuse. C'est toutes des choses qui sont à considérer là, quand on prend la médication puis quand on est plus âgé. Là. ouais, écoute, on a un épisode au complet Oh oui. là-dessus, puis plein d'autres affaires à dire là-dessus, mais oui, on va continuer de le marteler 2 fois semaine, 30 minutes. Tout le monde devrait faire ça. Puis après ça, tu rajoutes après ça du cardio, n'importe quel cardio. C'est pas obligé d'aller courir dehors. Ça peut être marcher beaucoup à chaque jour, prendre plusieurs marches. Ça peut être de faire n'importe quel sport, pickleball, basketball, badminton. Nomme-les toutes. Là, c'est 150 minutes à 300 minutes par semaine. Là, je pense que c'est quand même un beau but. Là. 150 minutes, c'est vraiment qu'est-ce qui est recommandé là, au minimum pour tout le monde. Là. C'est pas grand-chose quand tu le regardes. Là, 150 minutes, là, ça a l'air d'un gros chiffre, mais c'est comme 2 heures et demie. Là.
Fait que tu sais, c'est pas tant que ça, là. Tu sais, tu vas en faire 2 fois 1 heure et quart dans ta semaine, là. Puis tu Mhm. sais, limite ton entraînement en résistance si tu le fais d'une façon quand même intense, avec pas trop de pauses entre chaque. Tu sais, si c'est un entraînement CrossFit, par exemple, ça compte dans ton exercice cardio, finalement, là. Fait que le seuil de qu'est-ce qui est recommandé puis qu'est-ce qui va vraiment apporter le plus de bénéfices, il est vraiment bas, là. Puis tu sais, quand tu me dis là, que toi, un de tes créneaux là, en physio que tu veux amener plus, c'est la promotion de l'activité physique puis tout, mais tu sais, pourquoi que moi puis William, on fait un podcast justement, là, tu sais, pourquoi que on veut, tu sais, nous, on est des gars qui s'entraînent, puis on reconnaît l'importance de l'activité physique, puis tout, tu sais, la nutrition, on étudie là-dedans, puis il y a bien de l'importance là-dedans, mais tu sais, quand on va à l'hôpital, puis qu'on fait des stages, puis qu'on voit tous les gens qui ont des problèmes de santé, tu sais, oui, il y a l'âge là-dedans, il y a bien des facteurs, mais tu sais, l'exercice physique puis la nutrition, là, c'est des facteurs qui sont souvent très importants, là, dans qu'est-ce qui vient, tu sais, être quasiment à la cause des maladies chroniques qu'on voit beaucoup dans les hôpitaux aujourd'hui. Fait que moi, tu sais, arriver, puis que le problème, il est déjà là, puis il n'y a plus grand-chose à faire, puis la personne est déjà malade, elle est déjà handicapée, elle a déjà perdu ses capacités, ça vient toujours me chercher, puis ça me fâche. Puis c'est pour ça que je me vois moins travailler dans le milieu comme plus public, puis je me vois plus, tu sais, au privé, plus dans faire à travers ce projet-là de podcast, à travers, tu sais, des gens qui ont une certaine motivation, qui cherchent de l'aide pour savoir comment faire, comment s'améliorer. Tu sais, moi, c'est vraiment ça qui me donne la drive, là, personnellement. Mhm. Fait que je peux vraiment comprendre. Puis des professionnels comme toi en physiothérapie, tu sais, comme tu dis, les gens, des fois, ils vont trop vite, puis là, ils se font mal. Ou, des fois, ils sont déjà motivés, puis ils ont leur entraînement qu'ils font, mais des fois, ça arrive des accidents ou des petites affaires qui pognent, puis c'est tellement important d'avoir des gens comme toi qui sont là pour, tu sais, les réhabiliter, tu sais, rapidement, pour pas qu'ils perdent leur motivation, justement, à faire le sport, faire l'entraînement, atteindre leurs objectifs personnels. Fait que, merci d'être là, merci de Hey, vous allez me participer, là. faire rougir, Ouais. là, vous allez me faire rougir. Ouais. Ben, merci beaucoup. Écoute, je fais mon possible, puis je pense que n'importe quel physio au Québec fait son possible le plus possible pour avoir ce rôle-là, là. Mm. Mais ça va être je peux tout de suite te dire, ça va être une bataille éternelle pour tout le monde ici, là. Mm. Non, C'est, exactement. Puis, tu sais, moi aussi, je travaille à l'hôpital, puis j'en vois chaque jour des physios puis des ergos, tu sais, qui sont dans la section un petit peu, tu sais, des gens qu'on veut essayer de réhabiliter pour les renvoyer à la maison, tu sais. Puis là, c'est peut-être un petit peu plus encourageant à ce moment-là, parce que là, vraiment, tu sens que tu es vraiment utile, parce que la personne veut vraiment retourner à la maison, puis là, on veut la remettre en forme après une blessure, une chirurgie, whatever, un incident qui est arrivé, un trauma. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des clientèles où c'est vraiment plus quasiment, on est quasiment en soins palliatifs. Là, c'est pas mal moins motivant Mhm. pour le physio parce que là, tu es comme ben, tu sais, je veux faire mon possible, tu sais, je veux faire ma job comme il faut, mais t'as plus grand chose que tu peux faire à ce moment-là. Là. Tu sais, c'est ça Mhm. qui est triste. Mhm. Puis ça m'amène à un autre point aussi. On a parlé d'entraînement cardiovasculaire 150 minutes par semaine. Je pense que le meilleur truc pour ça, l'entraînement cardiovasculaire, c'est juste de dire aux gens, choisissez un sport que vous aimez. Parce que ce serait tellement plate que le monde se force à faire du cardio juste sur une elliptique plate quand ça ne te tente pas. Tu sais, si tu aimes l'elliptique, fine. Là, moi, j'en fais des fois et j'adore ça. Mais la majorité des gens, aller jouer d'une ligue de basket récréative, aller jouer au badminton, aller jouer au volleyball, vous allez tellement courir puis bouger, ça va faire votre cardio facilement. Tu sais, il va jouer 1 heure de volleyball, ça va être pas mal plus fun qu'1 heure d'elliptique ou de course ou de vélo pour la majorité des gens. Puis après ça, c'est l'entraînement en résistance que je pense qu'il y a plus de travail à faire là-dessus parce que c'est relativement nouveau. Les bénéfices qu'on voit là-dessus, les études sont relativement plus nouvelles. Puis aussi, c'est un concept qui est plus nouveau, là, que on veut que tout le monde fasse de l'entraînement en résistance. Là. Avant, on se disait, ben, c'est les bodybuilders, les crossfitters, les powerlifters qui font ça, les hommes forts. Pas vraiment monsieur, madame, tout le monde qu'on va demander de faire de l'entraînement en résistance, mais là, on se rend compte que c'est extrêmement bénéfique. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai expliqué à mon père l'autre jour qu'il a commencé à faire un entraînement à résistance récemment? On l'a gagné, Mathieu. Mais ça faisait longtemps qu'il faisait du cardio. Tu sais, il a toujours fait du sport dans sa vie, un bon athlète, tout ça. Fait que là, le cardio, ça, c'était correct. Là, j'ai dit, il faudrait que tu fasses l'entraînement à résistance. Pourquoi? Là, j'ai dit, tu sais, dans le fond, le dumbbell de 20 livres que tu curls de même, là, on s'en fout tellement. Le bench press de
whatever, 100 livres que tu fais, on s'en fout totalement. Mais c'est juste quand tu vas être plus vieux, d'avoir encore des muscles pour être capable de prendre tes petits-enfants puis d'élever dans les airs, d'aller arroser ton jardin, prendre tes arrosoirs qui pèsent 25-30 livres puis d'être capable de l'élever, de tout faire tes travaux que tu veux faire sur le terrain, de continuer à faire des activités avec moi. C'est vraiment juste pour ça qu'on le fait. C'est pas nécessairement pour dire hey, je veux devenir un bodybuilder rendu à 55-60 ans. C'est pas ça pendant tout. C'est vraiment juste pour améliorer la qualité de vie. Puis on sait, comme tu l'as décrit, Bird, la meilleure des façons, c'est la combinaison d'entraînement cardiovasculaire puis en résistance qui donne les meilleurs bénéfices pour le vieillissement. Là, si vous voulez plus d'informations là-dessus, appelez Bird, il a de l'air à connaître ça. Sinon, moi et Mathieu, on en parle au podcast, mais il y a aussi le docteur Peter Attia qui a un livre là-dessus qui s'appelle Longévité. Ouais, c'est Health Span, mais Ouais, c'est Outlive le nom du livre, mais il Outlive, parle du Health c'est ça, Span. exactement. Ça, je Lui, cherchais. il est très intense, là. C'est ça, moi je trouve que c'est un peu son défaut dans le livre, là, c'est que, lui, il met des standards vraiment hauts, là, tu sais. Puis, pour certaines personnes, c'est bon d'avoir des objectifs, aim for the stars, land on the moon, là, type shit, mais pour vrai, c'est pas tant, t'as pas tant besoin, là, je vais le répéter une autre fois, 1 à 2 fois semaine, 30 à 60 minutes par semaine d'exercice de résistance, 150 minutes de cardio, 6 à 10 000 pas par jour sinon, si jamais il n'y a pas de cardio. C'est vraiment ça le minimum basic. Là. Même, puis si vous voulez faire des sports, c'est très bon, mais faites attention, comme Bert l'a mentionné, quand vous rembarquez dans un sport, ça fait longtemps, là, doucement. Doucement, 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 là, vous êtes, le corps, il est pas prêt, là. Fait que, faire attention à ça. Je pense que je te crois à Star Mathieu que faire 2 fois semaine de la muscu, c'est important. Je pense que la troisième fois, elle l'a vraiment ramené à la maison. Là. Ce sera pas la dernière fois sur le Ah, podcast que hey, je vais le c'est dire, parfait. c'est Garde sûr. ça de même. Garde ça comme ça. Puis on est du cadre d'en rajouter une recommandation générale pour la nutrition aussi. Moi, j'aurais tendance à dire de ne pas surconsommer des calories, augmenter sa quantité de protéines, puis fruits et légumes à chaque repas. Ouais. Tu sais, les calories, c'est ça. Pour monsieur, madame, tout le monde, les calories, c'est un concept quand même compliqué, là. Je dirais que c'est plus au... Tu sais, compter les calories, c'est plus un niveau avancé, là. Quand tu connais bien tes affaires, puis ou quand t'es un athlète, là, puis t'as vraiment des performances. Mais, tu sais, c'est niaiseux, mais l'assiette équilibrée, là. L'assiette équilibrée du guide alimentaire canadien. Fruits et légumes à chaque repas. Une source de protéines, tu sais, meg à chaque repas. Tu sais, un peu de glucides, là, des grains entiers, la majorité, c'est vraiment ça la base. Favoriser des breuvages, tu sais, comme de l'eau, c'est, tu sais, plus que des boissons sucrées, plus que des jus, etc. C'est vraiment ça la base. On a d'autres épisodes de nutrition, là, qu'on va aller plus en détail là-dedans, de pourquoi ça, tu sais. Mais ouais, c'est pas mal ça, là, la base. Ben, puis si je peux me permettre, là, puis là, je prétends pas du tout avoir les mêmes niveaux de connaissances que vous dans ce domaine-là. Mais on a quand même eu des cours de base par rapport à la nutrition dans nos cours de physio. Puis par rapport à ce qui pourrait être pertinent, mettons, à mentionner aux patients. Là. Puis de façon générale, il avait l'air de nous dire que c'est plus facile de limiter son caloric intake quand on fait notre bouffe nous autres mêmes puis qu'on Mhm. achète moins transformé. Parce que Mhm. tu as une coupe d'enjeux qui fait que de un, tu fais ta bouffe, tu prends le temps de faire ta nourriture, voilà, tu mets de l'effort. Puis en plus, de façon générale, quand c'est moins transformé, ça a tendance à être moins calorique. Puis là, corrigez-moi si je me trompe, là, mais c'est de ce que je crois en comprendre, là, juste d'essayer de moins manger transformé, tu l'as mentionné, là, moins boire sucré. Ça semble faire un bon effet de ce côté-là. Là. Ouais, c'est ça, les aliments transformés, c'est l'autre gros morceau, là. Tu sais, c'est une conversation, tu sais, qui est large. Tu sais, des fois, les aliments transformés, c'est un peu mal compris pourquoi faut les éviter, là. Tu sais, Mhm. Puis, on va voir un podcast qui s'en vient là-dessus, justement. Mais oui, en général, aller vers des aliments moins transformés, favoriser de cuisiner à la maison ses propres repas. Puis, tu sais, l'étape après ça, je dirais, ce serait d'essayer de comprendre un peu, tu sais, les aliments, c'est quoi, tu sais, c'est quoi les macronutriments qu'ils contiennent, tu sais, aussi. Puis, comment équilibrer son assiette. Tu sais, au-delà de comprendre les macronutriments, juste comprendre une portion normale, c'est quoi, tu sais, une portion de lipides, là, de matière grasse ajoutée dans une assiette, là, normale, c'est quoi? Tu sais, Un bon parce bloc que de beurre, man.
Parce que des fois c'est niaiseux, là, mais quand tu te mets à cuisiner chez vous, c'est super bon. Mais des fois, les recettes que tu trouves en ligne, tu sais, si tu te fais un repas que tu pourrais manger au restaurant parce que c'est tellement qu'il y a de matière grasse ajoutée, puis finalement c'est pas tant équilibré, oui, c'est bon parce que tu l'as cuisiné toi-même. Mais au final, si tu rajoutes, comme tu dis, genre un bloc de beurre au complet pour faire ta sauce, tu sais, il y a d'autres enjeux qu'il faut considérer aussi, là, tu sais. Tu sais, savoir les portions là, adéquates de chacun des éléments, ça peut être intéressant aussi, là. Ouais, je pense qu'on est rendu pas mal à la fin, là, 1h40 là, au compteur. Mais écoute, je sais que Bert, alias, ben Félix dans le fond, il y avait bien d'autres affaires qui voulaient nous parler. Puis on a déjà d'autres idées de podcasts qu'on voulait faire avec lui, là. Fait que il Ben, sera de retour. Il sera de retour sur le ouais, podcast si il désire revenir. Mais en tout cas, on va l'inviter n'importe quand qui est disponible, là. ouais. Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a parlé vraiment? On a parlé de vraiment plein d'affaires, là. Je me souviens même plus de toutes, Oh, là. c'est quand même promené un peu, là. Beaucoup. Ouais. De mon côté, j'ai quand même eu une bonne conversation par rapport au CrossFit. C'est une bonne introduction, c'est quoi. J'espère que ça l'a démystifié un peu de ce côté-là. C'est quoi le but, comment ça fonctionne, puis tu sais un peu c'est quoi la pertinence du CrossFit. Un peu aussi, je pense qu'un point qu'on a quand même travaillé pas mal, c'est associé à l'éducation, puis Mm. tout ce qui est la prévention des blessures ou même juste promotion des saines habitudes de vie. Là. Je pense que c'est des choses qui sont pas assez mentionnées puis qu'on a quand même abordé à plusieurs reprises là, aujourd'hui. Là. Je sais pas s'il y a autre chose qui vous avait On, sauté aux yeux. on a parlé un petit peu de nutrition au départ. Là, tu nous as posé quelques questions. Ouais. Moi, qu'est-ce qui serait intéressant de faire la prochaine fois? Ce serait peut-être de parler un petit peu plus euh, mettons pour le CrossFit spécifiquement, on pourrait faire de la recherche puis voir qu'est-ce que tu devrais manger avant puis peut-être après ou pendant, là, pendant ton CrossFit, les règles générales. J'ai déjà quelques idées en tête, mais voir aussi toi, c'est quoi tes habitudes présentement, puis voir comment peut-être on pourrait les améliorer, tu sais. T'as pas? Puis ouais, c'est ça, on a parlé un petit peu de nutrition, mais tu sais, si vraiment tu passes à d'autres questions, prends-la en Mhm. note, puis tu me demanderas. C'est sûr qu'on fait un épisode avec. Parfait. Puis j'en ai des questions au niveau nutrition. Là. Je vous ai enverrai d'avance au pire, là, vous les aurez, là, mais je suis prête. Là. J'en ai une coupe. J'en ai une coupe, Ouais. puis pas juste pour moi, pour aussi niveau recommandation pour des athlètes que je vois. Parce que, puis là, je veux pas repartir sur une tangente. Là, on est à 1h41 là, sur le compteur. Là. Et, tu sais, j'ai fait des formations continues qui avaient des petites mentions de nutrition. Puis une des choses qui parlait par rapport à la surcharge, c'est les carences chez les athlètes. Ouais. Puis Mm. le fait qu'on utilise énormément les données pour la population générale, ce qui est bien correct pour la population générale, mais comment il y avait quand même une différence là, chez les athlètes et masculins et féminins, particulièrement pour le fer. Les femmes sont quand même beaucoup plus touchées de façon générale, puis chez les athlètes, ça reste la même chose. Mais il y avait quand même une quantité non négligeable d'hommes qui pouvaient être à risque de, puis pas nécessairement de se rendre à la carence, là, mais peut-être juste un petit déficit ou en train des petites tendances qui pourraient peut-être affecter la performance, qui pourraient affecter la récupération, qui pourraient affecter l'énergie. Ça, c'est d'autres choses qu'on je suis prêt Mm. à vous discuter. Là. Parfait. Fait que on fera ça, un épisode nutrition sportive, de CrossFit, de Burt, de tout ce que tes questions en général, ça se pourrait être super intéressant. Aussi, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, faut pas l'oublier, le passé de cirque de Burt qui faisait de la trampoline sur le Ah, mur. Ça, c'était un élément super important que je voulais pas que nos auditeurs y oublient. Également, dans un futur épisode, j'aimerais vraiment ça, parler avec toi de, parce qu'on l'a mentionné au début brièvement, on n'en a pas trop parlé, mais toi, tu commences un cours pour devenir pompier, right? mhm. C'est-tu Ouais. commencé? Ça commence dans 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines. Fait que j'aimerais vraiment ça parler avec toi de pourquoi tu veux devenir un pompier, qu'est-ce que ça prend pour devenir un pompier. Tu sais, c'est parce que, tu sais, des études, ça prend-tu des études, y a-tu des tests physiques, je pense que tu m'en avais déjà parlé. Fait que, tu sais, tout à ce niveau-là, tout parler un épisode de pompier avec toi, ça serait vraiment cool. Fait que si les auditeurs qui sont encore là, si ça vous intéresse, vous pouvez nous le mentionner. Puis ça va encourager Bert à vouloir nous revenir sur le podcast, nous en parler. Puis sinon, Bert, si on a écouté le podcast puis on a tripé sur toi,
puis qu'on veut te suivre sur tes médias sociaux, ou si je suis quelqu'un qui fait du sport, qui fait du CrossFit, puis que j'aurais peut-être un problème, puis que je voudrais aller te consulter en physiothérapie, où c'est qu'on peut te trouver? Ben, écoute, il y a une couple d'options. Là. La plus simple pour la plupart, ça va être de taper mon nom. Donc, Félix Bertium, physiothérapeute. Sur Google, la plupart du temps, ça va apparaître. Là. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez ajouter Saint-Eustache, puis là, ça devrait sortir sans aucun doute. Sinon, vous pouvez aller voir ma page Facebook professionnelle qui s'appelle du même nom, là, Félix Bertium, physiothérapeute. Puis tout ce que j'ai mentionné, moi, dans le fond, j'ai un bureau à l'usine 640 à Saint-Eustache. Donc, moi, je peux à mon opinion personnelle, vous confirmer que c'est un gym qui est bien équilibré, qui a des bons coachs. La programmation est faite par la propriétaire. C'est une programmation qui, c'est ça, est bien équilibrée, est accessible, mais qui permet quand même de se pousser. Fait que tout ce qui est niveau CrossFit, l'usine 640 à Saint-Eustache, moi, je parle par expérience, c'est un bon gym. Puis, comme je vous dis, j'ai un bureau pour traiter mes patients à l'usine 640. Donc, vous pouvez, si vous cherchez à prendre rendez-vous, soit prendre rendez-vous en ligne ou me contacter par les informations là, qui sont disponibles sur les sites Facebook puis Google. Yep. Puis on va se faire un workout aussi un moment donné. Là. Mathieu voulait faire Parfait. ça. Là. Hey, ça, là, ça va être J'attends incroyable. juste ça, les boys. Je suis prête. Ah ouais. C'est là que je vais clean prête. and jerk 2. Ah, ça s'en vient direct. Honnêtement, si tu clean and jerk 2 plates, Mais je pense pas. Ça serait vraiment. Moi aussi, ça m'étonnerait quand même. Ben, Ouais. Surtout si tu le fais seulement qu'en power puis tu fais pas une réception en squat. Ouais. Oh, mais un power clean à 2,25, ça serait un très bon tirage. Ça serait gros, monsieur. Mais je pense que si tu me montres comme faut comment l'attraper en descente. Dans le squat. Chris? Purement niveau force physique, c'est sûr que tu es capable. Ouais, c'est ça. Mais c'est la technique qui me manque. Ouais, parce que tu sais, mon clean and jerk qui est à 2,45. Puis je suis nettement plus petit que toi. Tu as quand même une coupe de kilos sur moi. Là, fait que... là, ça fait 1h45 qu'on fait un petit podcast. Mais je pense qu'on peut faire 2 épisodes. Attention à la gestion des charges, esti. Puis là, vous autres, la première affaire qui dit « Oh, moi, allez, première affaire, on est à la fin du podcast. Clean and jerk 2 plates, esti, ego mais, lifter. c'est pas comme si c'était un homme non entraîné, là. On va y aller, on va y aller graduellement, mais son corps il est prêt à certains types de surcharge, là, quand même, hein. Ok, là, Mathieu, physiothérapeute. 2 affaires. On va splitter cet épisode-là en 2. On va faire partie 1, partie 2. On aura 2 semaines. Mais on peut faire ça. Honnêtement, ouais, tu peux aller chercher la partie CrossFit. C'est ça. Puis la partie nutrition physio. C'est ça. On verra. Ouais. Puis l'autre affaire, clean and jerk 2 plates, là. Je le dis là. Oh, Lee! Ok, mais tu donnes combien de temps, là? Y a-t-il une date limite ou c'est juste non, comme... c'est la journée même. Tabarnak! Tu vas me le montrer et je vais le faire. Si toi tu le fais, moi je le fais. Ok. On commence avec Disclaimer, ça. Félix Bertium, pas physio. Ok! Le physio, on s'en reparlera, ok? Bon. On remercie Félix là, d'avoir participé. Il sera de retour, c'est confirmé sur le podcast. Fait que si vous avez apprécié, laissez-nous un j'aime sur YouTube, mettez-nous un review. D'habitude, les gens nous mettent 5 étoiles, mais c'est à votre discrétion. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi, pour pas manquer aucun des prochains épisodes. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode de Mindset Croissance. Let's go!